Quand le met au fond. Et bienvenue sur r4s.fr. Bonjour à tous. C'est le jeudi, c'est votre émission, votre rendez-vous du jeudi, Passe ton ballon. On est là, on vous accompagne depuis un mois et vous nous accompagnez aussi. On vous remercie pour tous les messages que vous nous envoyez sur le hashtag Passe ton ballon sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remercie. C'est que le début, mais vous êtes déjà là avec nous et ça nous fait plaisir. Et on vous a préparé encore une émission top qualité aujourd'hui. Top qualité parce qu'on a déjà autour de la table la crème de l'analyse, comme d'habitude, vous le savez. Et on a un invité spécial, on va vous en parler après. Déjà, je vais présenter mon équipe habituelle qui est toujours à côté de moi. Amaïs, toujours au présent. Comment ça va, Ama ? Toujours présent. Salut Mathieu, salut tout le monde. Très heureux de recevoir notre invité, mais je te laisse la primeur de révéler son identité. On fait monter le suspense. On vous l'a dit sur les réseaux sociaux, on fait monter le suspense. C'est vrai, il fait monter le suspense alors qu'on l'a dit toute la journée. Ça fait 2 semaines qu'on vous en parle, on fait monter un petit peu le suspense. Idriss, comment ça va, Idriss ? Ça va très bien, très très bien. Je me réveille de la sieste. Ça se voit, t'as des petits yeux. C'est pour ça que t'es arrivé en retard. Bah, je suis pas en retard, je suis arrivé à l'heure. T'as dit j'arrive à 18h30, t'es arrivé à 18h50. Ouais, c'est la sieste, tu maîtrises pas. On a notre semi-community manager avec nous, 13h13, toujours là. L'esprit volant de l'émission. Le Factor X. Le Factor X. Cisco devait être avec nous, malheureusement il peut pas être là. On te salue, Cisco, je sais que tu nous écoutes. On t'embrasse fort et on pense à toi. Azir, on sait pas. Il est sur la route. Ah, il est sur la route. Alors je vous explique, Azir, en fait, on a une conversation. Il réagit jamais, il parle pas. Il répond pas sur ce qu'on veut. Tu viens pas. Ouais, donc on sait pas s'il va venir. Pour pas non plus raconter sa vie, parce qu'Azir est quelqu'un de plutôt discret. Azir a des occupations au niveau travail qui fait qu'il finit très juste. Obligatoire. Voilà. En référence au film Les Collègues pour ceux qui connaissent. Voilà, il finit. C'est un peu juste pour arriver au tout début de l'émission à chaque fois. Donc tous les jeudis, il y a une bagarre entre lui et les embouteillages. Voilà, mais il va arriver. Il arrive là. Incessamment sous peu. Et notre invité. Notre invité du jour, Benjamin Poté, auteur, producteur, réalisateur du film Gunnar, Marseille à la vie et à la mort. Exactement. Bienvenue et merci pour ta présence ici. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir que tu sois là et que tu aies répondu favorablement. En plus, c'est un jour particulier puisque alors on va en parler un peu plus tard en fin d'émission, mais donc tu avais lancé une campagne de crowdfunding pour réaliser ce film. Et on est à J-2, cliquez sur la cagnotte, cliquez à fond sur la cagnotte encore, sur ProArty. Alors l'objectif est atteint, mais continuez quand même. Mais l'objectif est atteint, Benjamin. C'est ça, l'objectif est atteint depuis midi, 14h, un truc comme ça. Vous allez sur les réseaux sociaux de Passe ton ballon, les réseaux sociaux d'Ama, c'est Mathieu, le Gunnar Film tout attaché. Voilà, on a mis tous les liens du compte et les liens pour aller sur le crowdfunding si vous voulez mettre un petit billet. Voilà, allez supporter. C'est tout bénef. Allez encore soutenir ce très beau projet. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Vous verrez que ça vaut le coup. On va parler aussi du mercato. C'est nécessaire aussi. Oui, c'est nécessaire. C'est vrai, c'est nécessaire. On en parlera parce que c'est vrai que il y a quelque chose que je voudrais évoquer avec toi, Benjamin. On en parlera plus tard, mais est-ce qu'on a peut-être un peu du mal à raconter l'histoire à Marseille, aux jeunes Marseillais ? Ouais. C'est un sujet de débat que j'aimerais bien évoquer. Vas-y, je suis guide conférencier, donc je suis bien placé pour en parler. On en parlera. On en parle souvent. C'est un de mes plus gros désarrois autour de ce club, c'est que j'ai l'impression qu'on fait pas assez d'histoire autour de l'OM. Alors que une riche histoire qu'on ne raconte pas bien ou on raconte jamais. On raconte jamais. Autour du stade. On parle toujours de 93. C'est bien, c'est pas mal, mais bon, il s'est passé plein d'autres choses dans l'histoire de l'OM. Et Gunnar Andersson en fait partie. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. On va parler du mercato. On va tirer un bilan de ce mercato. Ah, on va rigoler. Ce lundi. Il y a beaucoup de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses lundi sur le marché des transferts pour l'OM. On va revenir rapidement sur Lyon-OM. On va pas passer 3 plombs sur ce match. On va répéter les mêmes choses. Voilà. Et on va surtout te faire un premier mini bilan de ce début de saison. Un début de saison très mitigé. Très mitigé pour ne pas dire plus. On reviendra sur le nœud du problème, sur les individualités, sur le calendrier, sur André Villas-Boas. Il y aura la chronique européenne d'Amaïs. Il y aura un petit mot sur les jeunes d'Idriss, forcément, toujours. On embrasse OM Campus. Et donc on évoquera en fin d'émission ce projet de film sur Gunnar Andersson, mais ça sera un peu plus tard. Je vous propose de commencer par le mercato, messieurs. Ce mercato qui s'est terminé ce lundi, 5 arrivées, 2 départs, deux départs principaux. Hein. On ne va pas évoquer tous les jeunes, etc. C'est vraiment les 2 départs principaux que je veux compter. Donc on rappelle les arrivées de Luis Enrique, de Michael Cuisance, de Yuto Nagatomo, de Leonardo Balerdi et de Pape Gueye. Les départs principaux, donc Maxime Lopez et Bounassar. Messieurs, la question elle est simple, est-ce que vous êtes satisfaits ? Alors, si je veux être fidèle à ma ligne de conduite qui est celle de voir mon club miser sur des jeunes talents inconnus, oui, forcément, ça fait des années que je demande à ce qu'on tente des paris. Là, je suis servi entre Balerdi, Gueye, Luis Enrique Nagatomo et Cuisance.
Voilà, l'OM tente des paris. Ils ne seront pas tous fructueux. Bon, peut-être que si, mais bon, il faut avoir un peu de chance quand même. Mais voilà, au vu des finances qui sont visiblement assez restreintes, voilà, on se doit de tenter ce genre de pari, sachant que les gros salaires qu'on a donnés auparavant à des joueurs soi-disant confirmés, ben là, on les traîne comme des boulets. Donc, essayons de tenter quelque chose de nouveau. Et pour certains, pour la dernière saison. Oui, pour certains, la dernière saison. Donc moi je suis satisfait, même si les gens vont retenir le fait que voilà, on n'a pas pu signer un arrière droit dans les dernières heures du mercato. Mais en soi, voilà, tu as une solution de remplacement à mes yeux. Voilà, donc c'est pas si grave que ça. Donc moi, satisfait. Est-ce que cet échec sur le latéral droit, c'est vraiment imputable au club ? On a vite compris que c'était finalement les Belges du club de Genk qui avaient posé problème. Au final, on sait pourquoi et on trouvait après. Faut pas rêver aussi. L'offre du Bayern pour Bounassar, elle est arrivée dimanche matin, le mercato fermé lundi soir. Donc déjà, quand on est habitué avec ce club d'avoir eu 2 solutions de rechange en 2 jours, c'était incroyable. parce que derrière, l'anticipation, on n'avait plus l'habitude. Voilà, une réaction aussi rapide. Et je te décerne la palme d'or du tweet du week-end, Mathieu. Parce qu'en plus, il a raison. En plus du fait que le tweet était marrant, c'est que vous irez voir sur le compte Twitter de Mathieu, mais l'offre du Bayern arrive à 10 millions dimanche matin, et si c'est été Zubizarreta, dimanche matin, il y avait maison à vendre. Hein. C'est gros dodo. Ah oui, dimanche matin, c'est sieste, c'est repas en famille, il n'y a pas 10 millions. Donc une offre du Bayern de Munich qui tombe à 10 millions un dimanche matin comme ça, moi franchement, on était autour des terrains avec Azir et tout ça, toute l'équipe, et on rigolait au début, on voit les rumeurs, on dit mais arrête. Mais non, mais d'où le Bayern Sarr, 10 millions, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Le Bayern Bounassar, 10 millions, arrête. Il y a 2 mois, on a commencé l'émission, on dit Bounassar à 3 millions, ça dégage n'importe où. C'est vrai. Là, il va à 10 millions dans le plus grand club du monde. Bah, c'est terrible. Mais du coup, voilà, l'OM réagit. Il y a eu 2-3 noms qui sont sortis dans la journée de dimanche soir et dans la journée de lundi. Et après, l'accord avec le joueur a été trouvé. L'accord de principe a été trouvé avec le club de Genk, sauf que comme ça commençait à traîner, qu'il était 23h et que eux ne pouvaient pas trouver de remplaçant dans le délai imparti, ils ont décidé d'augmenter le prix. Qu'est-ce que tu veux faire ? Là, pour le coup, on peut rien reprocher à nos dirigeants. Et comme disait Amaïs, comme avait brièvement évoqué Amaïs, c'est pas grave. T'as quand même Sakai qui est le titulaire à droite. Bon, avec Sarr, c'est pas comme si on savait vraiment lequel des deux était meilleur. Donc, c'est pas très grave. Et Nagatomo peut très bien jouer à gauche et à droite. Et de toute façon, au pire, moi je dirais même que Nagatomo va pouvoir jouer sur son vrai côté qui est à droite. Parce qu'il y a encore Christopher Roca qui est au club et qui a commencé à jouer des minutes contre Saint-Etienne. Donc au pire du pire des cas où tu te retrouves sans Sakai, sans Nagatomo et sans personne pour jouer à droite. Il y a Balerdi aussi. T'as Balerdi qui peut dépanner. T'as Balerdi qui peut décanner. Oui, exactement. Ouais. Ça y fait T'as Balerdi qui peut dépanner. Et Roca qui peut jouer quelques minutes sur le côté gauche. Et après, point important, il n'y a pas de sélection pour Sakai. Jusqu'en février ou mars. Donc les vols à répétition vers le Japon vont pouvoir se reposer. Voilà, il va pouvoir être plus disponible pour le club. Et là, il faut expliquer que pour terminer ce qu'a dit Idriss, que les éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone Asie ont été reportés justement en 2021. À cause du corona. Voilà, donc pas de sélection pour Hiroki avant 2021. Benjamin, toi, qu'est-ce que tu penses de ce mercato ? Est-ce que tu es satisfait après ce mercato ? Ouais. Normalement, voilà, ça devait être. Je vais piquer mes mots à je sais plus qui disait ça devait être la grande braderie, et puis au final il y a Deguin qui est parti. Enfin, on a Sarr et Lopez. Et c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé de dégager les gros salaires, mais c'est pas faute d'avoir essayé exactement. Et d'avoir quasiment réussi parce que l'OM avait trouvé plusieurs accords avec des clubs, mais c'est les joueurs qui voulaient pas partir. Le meilleur exemple c'est Germain. Mais pourquoi ? Parce que quand tu touches 330 000 euros par mois, tu veux pas accepter d'en toucher 50 d'un coup. 50 à Nantes en plus. Tu veux pas. C'est belle ville, Nantes. Saint-Etienne aussi. Avant Nantes, il y a eu Saint-Etienne aussi pour Germain. Ouais, non, franchement, vu la réalité du club, on va dire. Même si je retiendrai que on a signé un Luis Enrique qui n'est pas vraiment un neuf, que ça aurait vraiment servi un vrai neuf. Je parle vraiment d'un vrai neuf qui a les qualités de Benedetto et tout ça, mais qui s'est joué en remise et tout. Ça va faire dresser des poils beaucoup de gens, mais pour une fois, j'ai regardé le match de l'équipe de France hier, du moins une partie de la première mi-temps. J'ai vu l'activité de Giroud. C'est complètement hallucinant. On aurait un joueur comme ça qui saurait remettre et tout ça. Là, hier, en plus, il a été efficace pour une fois. Voilà, ça sera autre chose parce que Benedetto, je pense qu'il est un il peu est dans le creux de la vague, on va dire. Ouais, il a des qualités, je pense qu'il en a un peu marre aussi. Il est pas au top. Faut que la confiance reparte, qu'il refasse des passes décisives, qu'il arrive à marquer et tout ça.
Donc ça, c'est le seul bémol. Sur l'arrière droit, pareil, si c'est pour se faire pigeonner à 15 millions d'euros, Ouais, c'est exactement. un joueur Non, je trouve que le peut-être club a bien international, agi. voilà, je pense qu'ils ont eu raison de dire non, quoi. Alors, on va rester sur ces deux, on va dire deux bémols, le 9 et le latéral droit. Qu'est-ce qui manque le plus là, selon vous? Est-ce qu'on a plus de regrets sur le 9, sur le latéral droit? Qu'est-ce qu'on aurait dû privilégier là sur ces deux pistes? Bah, le 9, comme l'a dit Benjamin, même si j'adore Benedetto, c'est vrai qu'il est en manque de confiance visiblement, certainement pas aidé par le système de jeu et le jeu tout court qu'on produit depuis plusieurs mois. Et surtout, je me répète chaque semaine, mais à partir de mi-octobre, on va jouer tous les 3 jours. C'est ta marotte, ça un peu. Voilà, non, mais Depuis- vraiment, depuis les- août, Jusqu'à que la Ligue des Champions Non, mais j'ai commencera, il va le l'impression que les gens répéter. ne se rendent pas compte. Et on n'a que Ouais. des trentenaires devant entre Ouais, je suis Payet d'accord. et Benedetto. Ils vont pas pouvoir enchaîner. Et ça aurait été très important d'avoir un 9, sachant que aux yeux de Villas-Boas, Germain n'est plus un 9, mais un ailier droit. Et donc, visiblement, le backup, ça serait Ake. Non, C'est- ça va c'est être. jeune. Mais non, ça va être Luis Enrique qui va jouer devant. Ouais, mais peut-être qu'il va Parce le mettre que- à gauche finalement, on sait pas. Parce que numériquement, tes trois attaquants titulaires, c'est Thauvin, Payet, Benedetto, et tes remplaçants, t'as 4 remplaçants du coup qui seraient, enfin, 3,5, avec Luis Enrique qui prendrait la place de Benedetto parce que Villas-Boas, lors de sa conférence de presse, a dit qu'il voudrait l'essayer dans l'axe. Germain à droite, Le Prince à gauche et Marley Ake. Et Marley Ake, le Prince, c'est Radonjic, hein. Voilà. C'est vrai, désolé. Désolé. J'imagine bien. Désolé, c'est vrai que t'es pas au courant. Donc du coup, Nemanja Radonjic à gauche et Marley Ake qui peut occuper les 3 postes. Donc ouais, t'as Oui, 4 remplaçants pour 3 Dans postes. tous les cas, c'est léger, quoi. Oui, moi je dis pas que je parle pas de qualité, je parle de quantité. Là. Mais sinon, Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais, pour répondre à ta question, oui, ça aurait été plus important d'avoir un 9 qu'un arrière droit dans la construction actuelle de l'effectif. Ouais, tu peux construire pour un latéral droit, tu peux construire. Du coup, Alors que pour un 9, tu peux pas construire. Enfin, tu peux pas inventer un poste de 9. parce que c'est vrai qu'on est finalement sur le poste d'attaquant, on est entre guillemets, je ne vais pas dire en sureffectif, mais il y a de quoi faire. Moi, je trouve que le latéral droit, ça peut quand même être un problème. Parce que derrière Sakai, on n'a aucun spécialiste du poste. c'est Nagatomo. On a aucun. Ouais, mais depuis plusieurs saisons, il est quand même plus Oui, habitué oui, à évoluer à gauche. Mais ça va, ça a toujours été un latéral gauche qui jouait enfin, un latéral gauche qui est droitier, donc il a toujours joué sur son faux pied. Là, passer sur le côté droit, c'est pas très grave. Après, le problème de Nagatomo, c'est qu'il est pas bon. C'est pas qu'il est pas habitué à jouer Oui, à ce c'est poste, vrai. que ce soit à gauche ou à droite, il est Ouais, léger. Et pour Nagatomo, moi ça me dérange pas qu'on l'utilise à droite parce qu'à gauche, c'est exactement le même profil que Sakai, à savoir un mec qui est pas super technique, qui est sur son mauvais pied à gauche. Et qui s'est pas Donc centré. voilà, qui s'est pas centré. Donc Ouais. autant le mettre à droite, il va être sérieux et efficace, il va avoir le cardio pour revenir, etc. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Et pas puis, de folie. vraiment, si même Nagatomo est pas bon, tu peux, comme l'a dit Amaïs, mettre Balerdi, tu peux aller mettre Camara. Il y a moyen de bricoler à droite. Un latéral droit, il a pas besoin de vraiment être incisif sur le jeu, il a juste besoin de bien défendre. Et après, offensivement, pour un ou deux matchs, on pourrait être un peu patient. Ou alors j'ai vu passer sur les réseaux, Non, ça non, m'a fait non, rire, non, Morgan non. Sanson à droite. Non, quand tu vois qu'il plonge 15 fois sur le crochet de Léo Dubois, là, mais jamais. Mais je vais jamais, répondre. je suis dépité là, je vois, par cette possibilité. Ça, bizarrement. Non. Le crochet de Léo Dubois, là, 5 fois là, dans le match. Oh là là. Mais en plus, Mathieu ne le dit pas parce que là, il est calme, mais les insultes qui ont fusé. Je peux pas. Faut comprendre. Les insultes qui ont fusé parce qu'on a regardé le match ensemble dimanche soir sur le 5e crochet. Mais non Non, là, mais Il y en jamais avait de la qui sont vie. encore après, quoi. Morgan Ouais. Sanson ne sait pas défendre, il faut arrêter ça. Est-ce que justement, puisqu'on est sur l'arrière droit, on a beaucoup parlé de l'éventualité de se pencher sur un joker. Est-ce que c'est vraiment une option viable? Est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre? En fait, je suis pour dans la mesure où c'est Kenny Lala. En fait, je veux pas un joker pour faire un joker parce qu'il faut un mec. Moi, j'aime bien Kenny Lala et je trouve qu'il stagne un peu à Strasbourg. Il a besoin de passer le step au-dessus. Ouais. Donc, j'aimerais, si on en fait un, que ça soit Kenny Lala. Si c'est pour faire un joker pour juste dire on va chercher un latéral droit de Ligue 1, c'est pas la peine. Non, ouais, exactement. C'est là, j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi qu'il régresse quasiment. Ouais. Peut-être parce C'est qu'il n'a vrai, pas tout à bougé, fait. et Parce ça qu'il fait- reste à ça fait 1 an et demi Strasbourg, il se qu'il retrouve à avait jouer des ailier. possibilités de partir peut-être en Angleterre, peut-être dans un club plus intéressant. Ouais, ça pourrait être une super option pour nous, quoi. On a parlé de Fabien Santos aussi, Ouais, le dessin. dessin. Moi, je suis contre Thomas parce que Fouquet c'est- du Stade de Reims. ça ferait comme le Barça avec Braithwaite lors du dernier mercato hivernal, où les clubs français savent qu'on a besoin d'un arrière droit, ils savent qu'il n'y a pas 40 000 options, donc ils sont en position de force pour le montant demandé. Pas Donc tu vas le forcément. surpayer, si, mais ils vont remplacer par Pas qui forcément. Mettons sentence le Metz Levant.
bah, ils peuvent pas le remplacer. Mais non, parce Strasbourg, que pareil pour Lala. Mais justement, tu as aussi le truc de te dire le mercato d'hiver est dans 2 mois, tu vas pas te fâcher avec un joueur. Si le joueur commence à aller voir le club et dit je veux aller à l'OM, Tu vas pas te fâcher avec non, mais il est sous contrat avec. oui, mais tu sais comment ça se passe. non, Si le joueur je suis pas d'accord. si le joueur décide d'aller au bras de fer. Je suis pas d'accord. Il va y avoir énormément de matchs, donc non, je suis pas d'accord du tout. Sur le hashtag passe ton ballon, on a le compte passe ton ballon qui réagit sur le hashtag passe ton ballon. je pense que c'est Sissoko qui nous dit. Déconnecte-toi. Donc il nous parle d'Ali Mohamed. C'est vrai que là on Ah, a il est prêté en Ali Mohamed qui est un arrière droit. On l'a Ouais, prêté mais en même, Belgique. De toute façon, Villas-Boas l'aurait jamais fait jouer. Tu penses qu'il aurait jamais joué? Ouais. Connaissais un peu, j'ai un peu les oreilles je suis un peu l'oreille un peu de tous les joueurs au centre de formation. Et lui bataillait pour son prêt depuis un peu plus d'1 an déjà. Et Villas-Boas, franchement, vous connaissez l'histoire. De toute façon, je sais pas si je l'ai raconté un jour en direct du premier match de Lucas Perrin, toutes les conditions qui ont fait que Lucas Perrin se retrouve titulaire face à Rennes la saison dernière. Alors imaginez-vous pour Ali Mohamed, avec un latéral droit, Villas-Boas aurait mis Marley Ake, il aurait mis Raoui à droite, il aurait toujours pas mis Ali Mohamed. Du coup, est-ce qu'on peut éventuellement penser que l'OM se réserve le droit de retourner sur le Joachim Maleux, le fameux Danois oui, je pense. de Genk, pour cet hiver, Je pense sachant que Longoria il est a pas pas mal content. égratigné le club en et qu'il conférence de est presse. pas du tout content le joueur, Ouais, donc ouais, je ouais. pense que le joueur va faire ce qu'il faut pour que le 1er janvier à minuit 2 il soit olympien. Ouais, je me souviens, j'ai regardé mon Twitter mardi matin, c'est ça, j'ai vu le No Words. Oui, ouais, Pas No de Words, mots, il a quoi. tweeté No Il en a Words. remis, il a remis une couche. Ah, il a Et remis une aujourd'hui, couche, il a ouais. fait une interview où il en a remis une couche voilà. où il disait qu'il était très très Ouais, mécontent. après son match avec le Danemark, du coup, il n'était pas sous la l'égide de la communication du Il a club. marqué avec le Et Danemark. il a pu parler un peu librement et il s'est lâché. Et ben voilà. Donc ils en demandaient 15. À l'origine, c'était 8. Enfin, Oui, c'est ça. 10. Ils en ont demandé 15 après, semble-t-il. Je me demande s'ils vont pas le lâcher à un tiers du prix parce qu'en 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Tout à Et fait. s'il joue pas, s'il a pas envie de jouer, ben, Il joue la Ligue Europa, Genk, si j'ai pas de bêtises. Oui, il me semble. C'est ouais. dommage donc, parce que c'était une piste alléchante, un jeune joueur qui a Ouais, l'air donc d'être ça va être- très doué. Non, mais donc ça veut dire qu'il sera sur les listes européennes et que si tu le récupères en janvier, dans la mesure où tu es reversé en Ligue Europa, c'est ton seul joker. Parce que tu ne peux rajouter qu'un seul Ouais. joueur qui a déjà joué une compétition européenne. Mhm. C'est un facteur à prendre en compte. On est sûr qu'il joue la Ligue Europa, Genk Ah, Moi j'ai un connais- doute. J'ai un doute. je vais vérifier. Moi mais je suis crois, quasiment sûr. en fait je suis quasiment sûr de les avoir vus dans les poules, mais je demande à Metz parce que c'est toujours lui qui sait mieux que moi ce genre de Bon, en tout cas, on verra si jamais il nous rejoint cet hiver. On lui souhaite parce qu'il avait l'air quand même assez dégoûté. C'était assez triste même de voir ce joueur Oui, qui et voulait puis quand- absolument venir à Marseille. Et puis quand on voit les rapports de ceux qui suivent le football belge, les gens de confiance bien évidemment, qui suivent le football belge et qui nous en ont parlé, c'était très très positif et plutôt dithyrambique même. Donc un peu dommage, mais bon. Après voilà, c'est pas grave. C'est pas comme si on était on était passé à côté de Voilà. Maradona une Oui, deuxième fois. mais aussi c'est pas comme si on avait personne à ce poste-là. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, donc c'est pas grave. Non, pas d'Europa League. Pas d'Europa League. Ah donc, ben désolé. Je pensais aussi. Donc, Je retire. pour ça. la porte est grande ouverte, quoi. Bah voilà, là, si encore plus. Si Longoria est décidé à le faire venir, la porte est grande ouverte. Messieurs, on va parler des recrues qui sont vraiment arrivées cette fois, et notamment la recrue phare entre guillemets, qui a débarqué lundi, c'est Michael Cuisance, prêté avec option d'achat par le Bayern Munich. J'imagine que vous étiez tous très heureux de cette arrivée. Alors moi je te pose la question Mathieu. Alors moi personnellement j'étais très très heureux parce que j'adore ce joueur, je le suis depuis 2 ans et je l'avais remarqué à l'Euro 19 il me semble et j'avais tweeté sur lui à l'époque, j'ai retrouvé mes tweets, ça m'a fait plaisir. Mais du coup j'étais très content qu'il vienne, oui, mais c'est vrai du coup il a pas beaucoup joué ces derniers mois, donc on peut se poser des questions, mais déjà est-ce que vous êtes contents messieurs? C'est quand même une arrivée significative, je trouve, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Surtout qu'il a l'air d'avoir un profil de milieu qui est susceptible de casser les lignes, à moins que je me trompe. Mais c'est ce qui manque cruellement à notre milieu actuel. Et voilà, c'est une idée intéressante. C'est surtout ça que j'apprécie. Un jeune qui a du potentiel, qui est en manque de temps de jeu dans l'un des meilleurs clubs du monde et qui vient chez nous pour se relancer, qui a du potentiel, qui a un petit CV quand même. Il a dû jouer entre une quarantaine de matchs de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern. Donc voilà, ça a tout l'air d'être une bonne pioche, surtout que voilà, ça te coûte rien a priori ou très très peu, quoi. Il y a une option d'achat entre 8 et 10 millions. Ah, mais est-ce qu'elle est obligatoire? Non. Ouais, en plus. Donc, L'option d'achat, alors, le RMC avait dit 10 millions, l'équipe Ah, a dit 18. Et après il y a eu du 18, du 15. Et tout. Longoria a dit elle est entre 10 et 18 du coup. Il a joué de ça, je trouve ça très drôle. Il a joué de ça en conférence de presse. Mais ça va, un joueur qui a passé 1 an à s'entraîner avec Goretzka, Thiago Alcantara, Alphonso Davies, Alaba, Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich.
On peut dire que c'est pas très grave s'il joue pas beaucoup. Ouais, il a forcément appris quoi. Oui, voilà. Clair. C'est ça. Il est forcément meilleur qu'il y a 2 ans. Il était censé partir à Pas ce que Leeds je dis. pour plus de 20 millions. Donc, Il y a eu un problème à la visite musicale avec Leeds. non, alors lui a démenti en conférence Ah ouais, de presse. c'est ce que il a Leeds dit avait que dit. c'était contractuel. Enfin, il a pas dit que c'était contractuel, mais on a déduit que si c'est pas la Ok. visite médicale, c'est Bon, ben, forcément bizarre, du contractuel. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter Est-ce qu'il peut changer la face de cette équipe moribonde Alors, Benjamin, je vois que tu fais les gros yeux. Ouais, non, ouais, moi je pensais à. On a personne pour casser les lignes. Ah, mais si, mais Morgan Sanson, normalement, il était là un petit Oui, peu mais- pour ça et Non, tout ça. mais pas les lignes de touche, les lignes sur le terrain. Et c'est ça, exactement. Là, il est Les lignes vraiment- imaginaires entre la défense et le milieu, c'est ça qu'on veut C'est casser. ça, Lui, exactement. voilà, Parce que je lui, c'est la parlais ligne de... de- creux de la vague pour Benedetto tout à l'heure et j'ai l'impression que Morgan, il est dedans aussi. Alors moi, j'ai défendu jusque Lille, où ça m'a fait un petit peu de la peine, où tous les trois, surtout Rongier, Oh ouais, je t'as les été voyais patient. cramer. Oh, t'as Je été les voyais patient, toi. vraiment, vraiment fatigués et je me disais, mais c'est pas grave, ça peut fonctionner quand même, c'est des mecs qui ont de la qualité et tout ça. Contre Lyon, il m'a rendu fou. Vraiment fou. Sincèrement, dans le sens Ah ouais. où, exactement, j'ai l'impression qu'il est cramé, il n'arrive plus à casser les lignes, il n'est pas en confiance en plus, qui fait qu'il court s'isoler à la ligne de touche dès qu'il a un ballon. C'est un génie, On a moi. l'impression d'avoir un joueur de Metz qui joue au Parc des Princes et qui gagne 1-0 et qui est à la 92e minute. Quoi. Ah, il est aimanté par les poteaux de corner, c'est incroyable. Ça m'impressionne, moi. Alors moi, c'est un joueur que j'ai jamais été fou de ce joueur. Hein. Voilà, je suis abonné en Virage Nord et combien de fois, je savais pourtant qu'il avait fait un bon match, il pouvait même avoir marqué, même avoir passé. On sortait du stade, fait et Sanson, il a joué. C'est typiquement ça. Non, mais c'est typiquement ça. C'est Voilà. même quand il marque, on fait ouais, il a Désolé, marqué, Morgan, mais bon. si tu nous écoutes, hein, mais il y a un truc, voilà, où je sais pas. Mais du coup, je Cuisance, sais pas. vous le voyez plus prendre la place de Sanson ou d'un Rongier, par exemple Là, d'un Sanson. Dans l'immédiat, moi, d'un Ouais. Sanson. Ouais. Parce que Rongier, même si c'est pareil, il est cramé. Alors lui, il me faisait de la peine contre, je crois que c'était contre Lille aussi, où il courait le pauvre. Et au bout de 20 minutes, il avait vraiment les mains sur les genoux. Il en Pour pouvait Rongier, plus. on a l'impression que le problème il est plus physique. Que Sanson, c'est un problème mental. C'est qu'en fait, il est bête. Mais Rongier, c'est un problème physique. C'est juste qu'on dirait qu'il a. Toujours dans la mesure. Et quand même, au bout d'un moment, il faut être clair. Hein. On va pas passer des phrases et des phrases pour dire que Sanson est bête, quand même, ça se voit. Mais Rongier, on a l'impression que c'est juste un problème physique. Parce que le niveau qu'a affiché Rongier en début de saison dernière, Sanson ne l'a jamais affiché à l'OM, même dans ses 6 premiers mois. Cette qualité de conservation de balle, cette intelligence de jeu, cette gestion du rythme aussi, parce que Camara, il n'a pas forcément ce rôle-là. C'était un peu Rongier qui était un peu le cerveau de ce milieu de terrain. Et c'est pour ça que Rongier a beaucoup plus de crédit que Sanson. C'est que Sanson, on voit que physiquement, il est propre, il est prêt, mais il est juste très bête. Il rentre sur le terrain sans but, sans air, sans conviction. Et courir ballon. Voilà, c'est tout. C'est pas ta meilleure Et c'est imitation. ça, et Ouais. l'an dernier, il était efficace quand même. Oui, Il était il- relativement oui, efficace. oui, il il- marquait, il faisait des passes. et Et quand tout ça, le- ce que Rongier n'arrivait pas à faire. Et le pire, c'est Mais- que quand Sanson est bon, généralement, l'équipe est bonne. Parce que on prend souvent, quand on dit l'OM de Villas-Boas, il y a 4-5 matchs où on s'est vraiment amusé dans le jeu. On les répète tout le temps. C'est Montpellier, c'est Nîmes et Brest et 4e Bordeaux. Et regardez, à chaque fois, c'est des matchs où Morgan Sanson est pas mauvais, voire même très bon, surtout contre Montpellier et Bordeaux. Mais le truc, c'est que c'est le dernier match de cette liste, il date de novembre 2019 quand même. On est en octobre 2020. Hein. Ouais, ça fait long. C'est long, mais non, Ah c'est bah, pas il y a long, le c'est confinement. long. c'est ça. Non, et surtout que même entre ces matchs-là, il s'est passé beaucoup de matchs où, je vais citer Omar Dafonseca, mais qu'est-ce qu'il fait Sanson? Mais qu'est-ce qu'il fait Piqué? Mais non, c'est trop frustrant comme joueur. Pour revenir à Cuisance, alors j'ai une question, mais j'ai envie de me la retourner à moi-même, mais je peux pas me poser une question à moi-même. Est-ce qu'on en attend pas trop de ce garçon? Parce qu'il Tu a en fait- attends trop. Moi j'en attends trop, je le sais, mais je pose le débat parce qu'il a que 21 ans. Bah, Il va international. peut-être pas changer à lui tout seul la phase de l'équipe. Ouais, mais international en jeune en équipe de France qui vient du Bayern, il aura forcément des attentes. C'est Oui, sûr. mais Et après, vu le manque de créativité de notre milieu, il aura forcément des attentes. Après, il sait où il met les pieds. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. En Non, tout cas, et puis en équipe de France, ils ont toujours été ensemble avec Camara, ils se connaissent très bien. Même au début, quand il y a eu les bruits entre Cuisance et Camara, on les voyait un peu se taquiner sur Instagram. Tu viens quand? Ils s'envoyaient des petits emojis loop et tout ça. Donc ils ont l'air un peu proches. Donc je pense que. Et puis, Ouais, il y a vu pire qu'ils vont comme- jouer à côté sur le terrain. Ouais, et il y a pourquoi pire, pas, ouais. il y a pire comme VRP. Non, je parle juste mental. Après, Non, mais en footballistiquement, termes je sais pas. d'intégration dans En l'équipe, termes ça peut d'intégration, jouer. ça va être très vite. Il y a pire comme VRP que Camara. On sait que c'est un joueur qui n'a pas le brassard juste parce qu'il est jeune. Parce que sinon, en termes d'unanimité dans le groupe, il est dans le top 3. Donc Cuisance sera à l'aise. Il aura
je pense, les clés, comme dirait Vincent Moscato, les clés du camion du milieu de terrain. Et ouais, les clés du camion. et, et du coup, moi, je pense qu'avec les qualités qu'il a, il n'y a aucune raison que ça ne marche Est-ce pas. que vous le voyez peut-être évoluer en 10? Parce que là, on s'attend à ce qu'il soit aligné en 8, forcément, oui, vu dans le non. 4-3-3 immuable de notre cher coach. Mais on peut imaginer une position Ouais, de numéro voilà, 10 bah derrière là, tu viens l'attaquant. de le dire, en fait, j'ai des problèmes à voir un 10 à Marseille, étant donné que je suis bloqué sur ce Ouais, sur ce 4-3-3. J'ai 4-3-3. l'impression qu'il bougera jamais. Attention, parce qu'on beaucoup parlé on en parlait nous la semaine dernière. Pardon, désolé. De l'âge de Dimitri Payet et de sa condition physique. Si on change de système, c'est pour mettre Payet à l'aise. Hein. Donc ça va être pour Payet en 10 et mettre Luis Enrique ou quelqu'un d'autre sur le côté gauche. En tout cas, sur le hashtag Passe ton ballon, Cuisance, c'est la recrue qui vous enthousiasme le plus. On remercie 13 pour son tweet. Il y a beaucoup de Cuisance qui reviennent, de Pape Gay aussi. C'est vraiment la recrue qui... Très bonne rentrée, Pape Gay, on n'en a Oui. pas parlé. On va en parler, parler après du de Pape Gay. C'est vrai qu'il a été très bon. Très bonne entrée, ouais. J'ai l'impression qu'il monte un petit peu en puissance. Ouais, il est en train de trouver ses marques dans l'équipe. Ah, et tout, Villas c'est Boas a positif. dit qu'il a fait une semaine Ouais. d'entraînement exceptionnelle. C'est vrai. Donc, On reviendra sur Pape Gay et sur ce match, plus globalement ce match de Lyon. Messieurs, on va passer au départ. On va parler des deux joueurs qui nous ont quitté lundi. On va commencer par Bounassar. La surprise, Bounassar qui a signé au Bayern. Alors on n'a pas du tout vu venir ce transfert. Incroyable. Mais alors, moi j'étais content parce que je trouvais que la team OM était très bienveillante. Beaucoup étaient très fiers et très contents pour lui. Plus même que le fait de le vendre. Combien de temps Franchement, les 5 deux ans premières saisons chez lui, enfin les deux premières saisons où il est venu, on était là, mais c'est une balle, il mérite de descendre en CFA et tout ça, il mérite de dégager vraiment et de dégager en D2. Vraiment, on en était là. À la première saison, c'est le seul joueur offensif d'Europe qui a joué, je me rappelle de cette stat, il avait joué plus de 30 matchs dans la saison, c'était la saison Mitchell. C'était le seul joueur offensif d'Europe à plus de 30 matchs à n'avoir marqué qu'un but et 0 passe décisive. C'est compliqué. sa deuxième, du coup, il vient sous Bielsa. Non, il vient après la saison Bielsa. Ouais. Donc il arrive, Ah oui, il arrive Bielsa sous avait, Bielsa et quand ok. Bielsa démissionne, c'est C'est sa Mitchell première qui prend la saison avec suite. Mitchell. En 2015-2016. C'est ça. La grande saison dont on se souvient. Elle est incroyable. C'est Mais du ça. Après, moi, je sais pas, il y a plein de moments où je me souviendrai quand même de joueurs. Son but extrêmement rageux là, contre Leipzig. Contre Leipzig. Ouais, exactement. Un des plus grands bruits. Deux espèces de pas loupés de Sanson, mais deux fois où Sanson bute sur le gardien et il arrive. Et pour le coup, elle est hyper Justement, ça tombe difficile à bien. J'allais vous prendre parce demander que vos cette souvenirs. passe de Payet. J'allais vous demander vos souvenirs de Bounassar. Ah, mais donc, c'est ce but contre ouais. Leipzig sans aucune hésitation possible. Ce but, pour moi, c'est. J'ai failli faire une crise cardiaque après. Ben oui, moi, je déconner. vais au Vélodrome depuis que j'ai 8 ans, donc je suis abonné depuis 2004 et je me suis désabonné donc en 2019. C'est un des plus grands. Je t'ai Faut dit des dire. tomates. Non, mais c'est franchement facile. Je pense que c'est et de loin la plus grande explosion que j'ai jamais entendue au stade. Ce but de Bounassar contre Leipzig. Et puis avant son but, en plus, il est, au Ah, plus de son il but, fait un il très, est très bon excellent match. et il sort sur blessure. On sait qu'il joue avec une épaule blessée, Ouais. une épaule. il finit par sortir, il finit d'ailleurs, par parce qu'il peut sortir plus. parce qu'il tombe et il se fait mal. Non, après, voilà, c'est pour ça qu'on. Après son départ, on peut être que bienveillant. C'est qu'on n'aura plus à le supporter, donc déjà, premier point. Et deuxième point, au final, c'est quelqu'un qui a toujours tout donné. Et à l'OM, on aime ça. Effectivement. Ouais. C'est un joueur qui est mauvais, on va pas se mentir. Le Bayern a peut-être une Pas idée. bon. Je dirais, Plus sympa de dire pas bon. Je dirais Voilà. pas, mais je le trouve pas bon. Moi, je trouve que c'est un mauvais joueur après. Bon, Bah non, ça va. il a Tu es sévère. et en fait, il a d'exceptionnelles qualités, athlétiques surtout, pas footballistiques, mais qu'il ne sait pas mettre en œuvre, qu'il ne sait pas exploiter. C'est pour ça que je me dis, le Bayern a peut-être une idée derrière la tête, et c'est pas moi qui vais donner des leçons au front office du Bayern, donc s'ils l'ont pris, c'est qu'ils ont une idée. Mais après, c'est un joueur qui est tellement... Pareil, je vais me répéter, mais qui est tellement bête. Pirlo disait toujours, les pieds ne sont que des outils, c'est la tête qui joue au football. C'est beau ça. Eh ben, quand dans ton équipe, tu as Morgan Sanson et Bounassar, qu'est-ce qui se passe? Oui. Combien de fois on s'est demandé, mais pourquoi? Combien de fois, rappelez-vous ce penalty qu'il concède contre Nîmes? Ouais. Oui, où il attrape le ballon à la main. Pourquoi il fait ça? Il est débranché le Il y a cerveau. eu des moments, mais il y en a eu plein. Ou Après, la faute lors du fameux OM du Paris. fameux Classico, ouais. Oui, son entrée. Ça, à la limite, j'ai envie de mettre ça Il sur- fait une rentrée catastrophique. Ah oui, ce mais j'ai joueur-là. envie de mettre ça sur une envie de trop bien faire pour parler de Ouais, cette mais bon, action. Oui, ça- après ça- c'est bête, ça- hein. ça Mais coûte une victoire. Mais c'est une envie de trop bien faire. Après, voilà, c'est un joueur qui a jamais triché. C'est un joueur qui est pas bon. Il est très limité. Moi, je l'ai mis sur Twitter aussi. Pour un joueur qui a joué plus de 180 matchs sous la tunique de l'OM, je pense qu'il est dans le top 5 des plus mauvais quand on fait la liste des joueurs qui sont restés aussi longtemps. Mais au final, c'est quelqu'un de sympathique. Rappelez-vous. Et moi, Très apprécié dans le et vestiaire. moi, c'est le genre de choses qui me marque. C'est quand il y a des moments de crise. Donc, pendant la saison Mitchell et pendant la dernière saison de Garcia, au micro, c'est quelqu'un qui a toujours été irréprochable.
en zone mixte. Je me rappelle d'un jour lors de C'est la pas lui qui avait dit il faut qu'ils brûlent nos voitures. et tout, les C'était supporters. c'était ce que j'allais dire. Il avait dit comprenez-vous la colère des supporters. Il dit on la comprend complètement parce qu'en ce moment on est mauvais. S'ils veulent brûler nos voitures, casser nos maisons, qu'ils le fassent. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, en soi, après c'est une réaction un peu bête, tout ça, parce qu'après le mec est énervé, mais c'est bien parce que le mec a compris où il était. Il a compris que ça servait à rien de dire à la fin d'un match où tout le monde est énervé. Ah, mais on n'a pas fait les choses qu'il fallait. On va essayer de se remettre et de se mettre sur le droit chemin pour la semaine prochaine. On a perdu tout le monde. Là. Donc du coup, c'est quelqu'un qui trouve les bons mots et qui sait ce qu'il doit dire et que ça en fait quelqu'un de sympathique. Et du coup, et en plus, c'est pas comme s'il quittait l'OM pour aller à Al Nasser ou je sais pas où, à Al Gharafa. Il va dans un très Il grand va club, au ouais. Bayern Munich, il va mettre, il met sa carrière sur orbite par rapport à ce qu'elle était. Le mec, il était viré du centre de formation de Lyon, il est arrivé à Metz, il arrive à l'OM, il se passe 5 ans, numéro 10 de formation, qui passe ailier, puis qui passe latéral droit. Et là, le mec, il est au Bayern de Munich, quoi. Donc, Et Rudy t'as Garcia a changé sa t'as carrière. juste envie d'être content pour lui, quoi. Vous avez vu que dans son message d'adieu, il a remercié. Mais il a profondément raison, Rudy il a Garcia. ça il change a- le cours de il a sa 100% carrière. raison. en même temps, Et par c'est merci normal. Mitchell non plus. Ah oui, non, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Non, il Ouais, a il a failli 100% accrocher le raison. wagon pour la Coupe du Monde. hein, Mais faut rappelez-vous pas l'oublier aussi. qu'on se moquait de Rudy Garcia quand il avait replacé arrière droit. On s'est dit, mais non, mais il faut arrêter. Ouais, Au moi, final, j'étais un défenseur de cette mesure. Au final, ça lui a réussi. Parce qu'il a donc, tellement peu de qualités offensives que tu te dis comment exploiter ses qualités Pourquoi athlétiques pas, à ouais. partir de plus bas, quoi. Non, il C'est a vrai. une belle inspiration. Mais au final, c'est une question qu'on pourrait poser à nos Allez, auditeurs. 13 au travail. Mais sur Il 10, pose beaucoup de questions déjà. non, mais sur 10, à combien vous noteriez le passage de Sarr à l'OM? Parce Ouais, qu'il va c'est quand vrai. même au Bayern, mais au final, je suis pas sûr que les gens lui mettent plus de 6,5. J'allais pas plus loin de 7. 4, moi. Non, mais toi, tu es dans l'extrême. Après, voilà, il y a quand même des passages où il a été bon. Si, mais- si, non, j'ai pas dit qu'il y avait que du mauvais. Il y a la saison 2017-2018 où la première saison de latéral droit. C'est pas pour rien qu'il est dans la liste élargie de l'équipe de France, c'est qu'il fait une très bonne saison. Oui, non, mais toi, à t'entendre, c'est Tyrone Mears aussi. Je suis Ouais, pas un ouais. grand fan de Bounassar, mais quand même. Tu vois, Il est toujours. heureux aussi de Non, ça. mais va, toujours faut la déconner aussi de ça. réponse par l'absurde Amaïs, toujours. En tout cas, sur le hashtag Passe nos ballons, sur le tweet de 13, on a Yanis, dans le tweet Quel souvenir gardez-vous de Bounassar? On a Yanis qui nous dit sa couille, vous savez la photo. Oui. Sa couille, son dynamisme, ses limites aussi, et surtout sa faute d'attaquant sur Cavani qui lui permet d'égaliser. Tu en parlais à Maïs. On a Wano qui nous dit joueur frustrant mais qui aurait été une réussite tout de même. On a Edouard qui nous dit son but en Europa League. On a Est-ce aussi que- la faute au Vélodrome contre Paris qui revient. Voilà, c'est mitigé. Est-ce que les gens parlent aussi de son tacle sur Neymar en Coupe de France? Ah, parce que Ah, c'est lui qui Eh oui, c'est lui qui eh tue oui. la carrière de C'est Neymar. bien, ouais. c'est bien, mais il le touche pas en plus, il n'y a pas faute, il n'y a rien. Oh, oui, Ah oui, il y a un mais- contact. Il y a un Il y a un contact, Il y a- on va il y a dire. pas faute, mais il y a un contact. Non, mais sur Neymar, il n'y a jamais rien. Tout est autorisé sur lui. C'est vrai, ça procure tellement de. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Messieurs, l'autre départ qui est intervenu lundi, c'est celui de Maxime Lopez. Là, beaucoup moins de bienveillance c'est la team OM. On sait que c'est un joueur qui est très clivant au sein des supporters marseillais. D'ailleurs, comment expliquer un peu cette différence de jugement entre les supporters qui le défendent énormément, il y en a d'autres qui le reprochent d'être Marseille. le joueur qui fait que des passes latérales, cette Marseille. fameuse Marseille. Toi, tu penses que c'est parce qu'il est marseillais, Benjamin? On Complètement. parlera après de Gunnar et tout ça, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Et ici, on a vraiment quelque chose d'extrême. Tous les supporters, en général, dans n'importe quel club, vont voir blanc, voir noir, forcément. Mais à Marseille, on est encore pire. On est rouge, vert, bleu. gris. Ouais, voilà. Et là, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que Lopez se prépare à un championnat du monde de passe en retrait. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors que c'est notre minot, que c'est un joueur qui a du ballon, un joueur qui est technique et tout ça. C'est tout ce qu'on attendait, tout ce qui nous faisait rêver sur le papier. Mais ça fait 2 ans que c'est très compliqué. Donc, Et outre le fait, comme l'a très justement souligné Benjamin, que c'est difficile pour un joueur né à Marseille de s'imposer à l'OM, ce qu'il a desservi, je pense, c'est que Maxime Lopez a démarré sa carrière à l'OM sur les chapeaux de roue. Les gens l'oublient peut-être, mais il est Ouais. très, très, C'est ça. très, très bon. Excellent. Quand Garcia le lance, c'est peut-être que les gens s'attendaient à ce qu'il s'améliore, quitte à devenir un top player en Ligue 1. Ben, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Je pense que le fait qu'il ait été trimballé un peu à gauche, à droite l'a énormément desservi. Mais ça, malheureusement, les gens l'oublient un peu trop souvent à mon goût. Justement, est-ce que
la question qui en découle, c'est est-ce qu'on l'a gâché ou est-ce qu'il s'est gâché un peu tout seul, Lopez, messieurs? Un peu des C'est vrai deux. qu'on l'a trimballé beaucoup, mais lui n'a pas non plus tout le temps saisi sa Ouais, chance. Ouais, c'est vrai. Un peu des deux, Mm. un peu des deux, parce que voilà, il y avait ces moments exactement quand il jouait un espèce de, on va dire 8-6 bien dans l'axe, mais il était censé venir récupérer les ballons et les remonter un petit peu. J'avais du mal à voir des passes en avant. Sincèrement, quoi. Combien de fois je l'ai vu passer derrière Camara, on se dit bon bah il va récupérer le ballon, il va remonter et tout ça, il va tenter des choses. Non. Tiens Alvaro, récupère le ballon. Tiens Tchaletacha, récupère le ballon. Et ça, sur les derniers mois, moi, ça m'a vraiment rendu fou. Et je me suis dit, je suis persuadé que Lopez est un bon joueur de ballon. Hein. Et d'ailleurs, peut-être que à Sassuolo, ça fonctionnera bien. Avec deux Zerbi, ça Une va équipe- dans marcher. une équipe joueuse avec des Jérémy Ouais, Boga. voilà, exactement. Et où il y a un côté un peu plus tranquille, où on pose un peu plus le ballon, ça Mhm. part moins à 200 à l'heure. Peut-être qu'il s'épanouira. Je lui souhaite. Largement, largement. Et- J'espère même qu'il nous collera des buts un jour en Coupe d'Europe. Hein, pourquoi pas, c'est Oui. pas grave. On sera triste sur le moment, mais Ouais, c'est content tout le pour mal lui quand même. qu'on lui souhaite, tout à fait. Et pour ajouter un truc, j'aime pas parler de ce volet en général, tout ce qui est réseaux sociaux, showbiz, etc. Mais Maxime Lopez, c'est typiquement le genre de joueur qui a été touché par les critiques sur les réseaux sociaux. Très bien. La preuve, un jour dans le Canet Football Club, il en est venu à dire ouais, les gens ils sont jaloux de moi parce que ma femme elle est belle, ça, non mais tu rigoles, mais ça veut dire qu'il lit ce genre de truc, que peut-être que l'ambiance à Marseille a été toxique pour lui à un moment donné et que du coup ça s'est ressenti sur son jeu, ou comme l'a dit Benjamin, il prenait plus de risques à un moment donné, et ça aussi c'est la vérité. Peut-être que à Sassuolo, dans un club qui est largement moindre au niveau médiatique que l'OM, loin de la France entre guillemets, il pourra s'exprimer et repartir de l'avant. Est-ce qu'il n'avait pas un jeu un peu difficile à lire, un peu pour, Parce qu'il avait- pour les il a observateurs? il a besoin d'avoir du mouvement autour de lui, un bloc Oui, haut. aussi. Et sauf que nous, on joue sur un bloc bas et avec des joueurs qui courent pas. Donc il y avait rien pour lui depuis l'arrivée de Villas-Boas. Oui, bah, c'est pas sans retrait, c'est pas seulement de sa faute. Hein. Ah oui, bah, c'est parce que c'est un joueur qui peut pas, qui n'aime pas garder le ballon pour dribbler, tout ça, c'est pas son jeu. Donc il a Non. besoin d'avoir des joueurs disponibles autour de lui. Donc quand tu as un porteur de balle plus 9 joueurs qui le regardent, bah, il revient derrière. C'est ça. Et toi, j'ai envie de te demander, Mathieu, du coup, qu'est-ce que ça te fait ce départ de Lopez? Ah, tu sais que Oui, j'apprécie c'est pour ça que je te pose la j'apprécie question. Lopez. Après, comme on l'a dit, moi je trouve qu'il a aussi des fois manqué Complètement. de personnalité. Et notamment, moi j'ai en tête la saison dernière le passage où Dimitri Payet est suspendu pendant 3 ou 4 matchs, je crois. Ouais. Où on se Trois dit, matchs. bon ben Lopez, c'est à toi de prendre les clés du jeu maintenant. Et il ne l'a pas fait. Et j'en étais très déçu parce que je croyais beaucoup en lui. Et comme disait Amaïs, il a très bien débuté aussi, donc on avait beaucoup d'espoir. Mais au final, en vrai, je suis content pour lui qu'il aille s'épanouir ailleurs parce qu'ici, de toute façon, c'était plus possible. Avec le coach, avec le système de jeu, avec les supporters, il y avait une sorte de cassure, c'était plus possible malheureusement. Parfait. Voilà. C'est ça. Tu as Parce mon que avis. je voulais que tu donnes ton avis parce que je sais que Oui, tu- j'apprécie que Lopez, tu apprécies mais plutôt bon, Lopez. je trouve que c'est bien pour lui qu'il aille Et que voir c'est ailleurs. toi qui as l'avis le plus éclairé de nous. Allez, autour de écoute, la je te table. remercie. Je te remercie, Idriss. Je propose de conclure sur cette page Mercato avec un dernier sujet de débat. C'est le sujet de Pablo Longoria. Alors, le nouveau head of football, comme on le disait si bien Jacques Enguerrand. Bon, directeur sportif quoi. Il a voilà, pris l'accent c'est- de Belzins pour le dire. là. Le head of Le football. head of football. Ouais. Toi et moi, on se qui est sait. arrivé en cours de Mercato. Qu'est-ce que vous avez pensé de son premier Mercato là, pour le jeune directeur sportif espagnol? Des points positifs, des points négatifs Ouais. Enfin, si je reviens à ce que je disais au tout début, alors il a eu les clés, ok, mais il a eu les clés du coffre. Le coffre était vide. Il était censé le remplir. Donc franchement, vu ce qu'il nous a ramené et par rapport aux possibilités qu'on avait pour une équipe qui pourtant va jouer la Ligue des Champions, mais qui avait le coffre vide, je trouve ça vraiment pas mal quand même. Effectivement. C'est mon point de vue. Il a fait beaucoup avec peu de moyens C'est finalement. ça. C'est ça. Il s'en est bien sorti. Amaya, je vois que Ouais, tu confirmes. Tout à fait. Moi, ce que je demande à un directeur sportif quand il a des moyens très limités, c'est d'avoir des idées. Et des idées, il en a eu. Que ça soit dans les recrues ou dans les potentiels recrues, à l'image donc de l'arrière droit de Genk. Il y en a très peu qui le connaissaient en France. Hein. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Et, Il est bah, agressif. suite au départ de Bounassar, donc, qui a été effectué la veille de la fin du mercato, il y avait déjà 2-3 noms. C'est-à-dire que ça a travaillé en amont. Il y a une piste A, une piste B, une piste C. Et c'est ça qu'on demande. On a tellement été habitués ces 2-3 dernières saisons à avoir un manque d'idées,
ne pas remplacer C'est un joueur qui part et t'as certains 3 mecs manques. qui sont Ouais. Ça fait quoi maintenant les À gars ramener des joueurs qu'on avait déjà eu et à les payer 2 fois plus cher en fait. Ouais, aussi, Voilà. c'est pas ça un directeur sportif. Et outre les recrues en équipe première, il y a aussi un travail qui a été fait en collaboration, j'imagine, avec Nasser Largué, très à côté pour peut-être me confirmer ou m'infirmer. Mais on a aussi ramené des gamins pour l'équipe réserve qui peuvent aussi à terme intégrer l'équipe première. Et ça fait des années qu'on n'a pas fait ça. Donc moi, franchement, je suis très enthousiaste. Après, le point négatif, évidemment, c'est qu'on a toujours les boulets qui coûtent très cher. Mais bon, ça. Est-ce qu'on faut peut être, vraiment lui imputer quoi? On leur a non, fait signer des contrats non, tellement ouais, énormes. c'est pas lui qui les a fait Après, venir. parce qu'il aura beau se Et démener, même quand tu as eu des pistes à l'image de Germain, le joueur en question ne veut pas partir. Donc Effectivement, tu peux fais rien quoi? faire. Parce que du coup, en plus, ils avaient essayé la technique du placard de mettre Sertic à l'écart de l'entraînement pour le forcer à bouger. Rien à faire. Il s'en fout. Oui. Il s'en fout. Il a pris Il son s'en fout, salaire toute littéralement. l'année. Mitroglou, ça a été pareil. Ils lui ont fait ça tout l'été. Comme lui, le problème, c'est pas qu'il a refusé des offres, c'est que personne ne venait le voir. Mais du coup, là, maintenant que le mercato est fini, il revient. Ils n'ont pas voulu faire ça pour Germain parce que vu que Germain a quelques amis dans le vestiaire, ils n'avaient pas envie de créer un incident. Donc, après, l'avantage, c'est que du coup, pour Germain et Mitroglou, ils sont sur leur dernière année de contrat. Lopez était dans sa dernière année de contrat. Bounassar qui restait 2 ans, je crois. Donc, ouais, Effectivement, ça va se très dégraisser vite. automatiquement en fait. par la Et, force des et choses. l'avantage, c'est que tu as une Ligue des Champions cette année, donc on sait comment ça se passe. Bon, il y a de quoi être confiant finalement pour la suite avec ce garçon-là, qui est Oui, très jeune bah, en plus. je C'est quand même un novice dans Je la pense profession. je pense que si tu valides ton retour en Ligue des Champions l'année prochaine par le championnat Michael Cuisance, l'option saute. Tu as récupéré Lucien Riquet pour 8 millions. Un dossier impulsé par lui-même. Pape Gay qui arrive libre, qui a signé 5 ans. Balerdi qui est prêté avec une option à quoi, 3-4 millions. Non, beaucoup plus. Je demande, j'ai oublié. 15 millions. l'option de Bon, Balerdi. d'accord, on va voir ce qu'il va donner. Et peut-être que l'option, on peut la refuser. Après, renégocier avec Dortmund pour voir combien ils veulent le lâcher. Mais bon, du coup, tu arrives à faire venir 5 joueurs avec Nagatomo qui arrive libre pour, au final, ce que tu as déboursé cet été, moins de 10 millions d'euros. Ouais, c'est très bien. Eh ben, écoutez, on est complet sur le mercato. Je propose de refermer cette page. On va marquer une petite pause musicale. On va souffler un Allez. peu et on revient pour parler du terrain. Pas forcément de ce match de Lyon. On va essayer de l'oublier. On va parler un peu de ce bilan de début de saison. Tu Et veux dire qu'on va parler football. Et on parlera ensuite du vrai football. Là, vraiment football avec Gunnar Andersson. Allez, On se retrouve tout de suite. De retour sur rk13.fr parce que maintenant je rigole, Idriss il me fait rire, il danse. J'aime Il trop, danse à côté de moi. trop le jingle. C'est top. Il le chante Je même quand on n'est kiffe pas là. le jingle. Ouais, Je te jure. jure, C'est vrai, dans la véridique. voiture, Dans la comme un voiture, jour. je commence à chanter RK13. J'aime trop, je te jure. Je suis limite dégoûté d'être à l'émission parce que je peux pas l'écouter. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à nous demander pour les podcasts. Alors on travaille dessus, c'est pas évident. Ça met du Ouais, temps c'est parce pas- c'est qu'on pas a facile. des métiers à côté, on n'a pas beaucoup Pas de temps. que ça à on foutre. n'a pas de temps libre tout le temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. Ouais, il travaille. En tout cas, on a toutes les émissions enregistrées, il faut les monter, il faut les uploader. Quand ça sera possible, vous aurez toutes les émissions depuis le début. Voilà, ouais. Vous inquiétez pas, vous pourrez écouter nos voix suaves en faisant votre footing ou que sais-je. N'importe quelle occupation. Bref. On retourne sur le terrain, messieurs. Alors qu'on a une breaking news. On a une breaking news. Azir ne peut pas venir. Ah, Azir. Azir, en plus, je sais qu'il doit nous écouter là. Non, tu il vois. nous écoute, Il mais est il peut écouté pas sur venir, son le téléphone. pauvre. C'est trop compliqué pour lui là. Bon, c'est pas grave, Azir. Non, bien évidemment que c'est rien. Tu démarreras sur le banc pour la prochaine émission. c'est pas grave. Du coup, on n'a pas de Comoriens autour de la table. Voilà. Ah oui, parce que ni Sissoko ni On a deux Azir ne Comoriens, sont les là. deux ils sont pas là. Non, c'est pas, ils sont pas là. Ils sont pas Ah, là. il est pas autour de la table. Ils là, sont- c'est ouais, derrière. c'est bon, c'est pas grave. Écoutez, on espère qu'ils seront là la semaine prochaine. Messieurs, le terrain cette fois. On a parlé mercato, coulisses, transferts, argent, tout ça. On va parler terrain maintenant. Rapidement sur ce Lyon OM, j'ai envie de poser une question là comme ça d'un coup. Est-ce qu'on a touché le fond là Non, tu es en termes de jeu. Ah non, En termes de jeu. Non, t'es loin encore là. Non, parce que là, T'en t'es as à sous le pied. 10. T'en as sous le pied en Quand termes même, de jeu hein. là. Ah, t'es à 10, non. Moi, pour je suis là le- pour poser des questions polémiques. Après, vous. Après, vous Non, débrouillez. le pire match depuis le début de la saison, c'est contre Lille. Ah ouais. T'es à domicile, c'est une catastrophe. c'est une honte. Oui, Ah, ouais, c'est- même c'est- une honte, tu peux utiliser ce terme, je pense. Non, contre Lyon, même si je suis absolument pas partisan du jeu de Villas-Boas, mais ils sont à 10, tu veux leur dire quoi? Rien. Ah, t'en as sous le pied encore. Non, mais vraiment, Putain, à un contre moment, ils ont Lille, réussi des c'est passes une et tout. catastrophe. Là, on pour en moi. a sous le pied, mais ça veut dire pour faire encore pire. Ah Tu vois, oui, c'est pas mais normal, oui, c'est si ça que on je a sous le dis. pied, on peut s'améliorer. Ah non, là, c'est- non, mais tu me Là, connais on mon. peut régresser. Tu connais mon côté cynique, moi je regarde que vers le bas. Moi je vois le verre à moitié vide tout le temps. Non, mais pour revenir sur ce match, la question a été volontairement caricaturale, mais c'est vrai qu'il y a quand même les circonstances atténuantes. Mais est-ce que
malgré ça, quand même pénible de voir une équipe qui, dans le premier quart d'heure, avant qu'on soit à 10 contre 11, fait piétiner par les Lyonnais. Ah, écoute, franchement, ça va faire plus de 25 ans que je regarde du football. J'ai jamais vu un match d'une aussi grosse affiche avec un niveau aussi bas, Une piètre aussi qualité, ouais. faible. Ouais. Des deux côtés, hein. Ouais. Ouais, ouais. Ah, parce que franchement, C'est merci. d'autant plus inquiétant parce que les Lyonnais sont c'était vraiment incroyable. très, Ils très sont, ils mauvais sont aussi. encore pas, ils sont encore moins mauvais que nous. C'est ça le truc. Et ne réussissent pas à gagner. Et alors ils réussissent pas à gagner alors qu'on est à 11 contre 10. Eh ben. Mais franchement, que les dieux qu'on remercions les dieux du football d'avoir donné Rudy Garcia à Lyon. Le mec a fait partir Amine Gouiri pour mettre titulaire Carl Toko et Kambi. J'arrive pas à le dire sans rigoler. Franchement, c'est magnifique. Vous avez vu ce contrôle de l'épaule? Bah, il a fini en touche le contrôle. Non, c'est incroyable. Le match était très faible. Techniquement, c'était nul. Thauvin, il a fait ce qu'il a pu. Je veux lui dire, le Tu veux pauvre. dire quoi sur les joueurs? Ah non, Franchement, non, t'as non. rien à dire sur la prestation de l'OM. Hein, Ah si, j'ai à dire sur certains joueurs. Mais après, ça va être du harcèlement moral après. Ouais, mais c'est toujours pareil, ils sont à 10. Non, je les attends au tournant sur d'autres matchs. Mais là, Non, parce que après, franchement, même quand on a joué bas, on a joué bas tout le match, mais même qu'après on arrive à tenir le score et tout, tu sens quand même que défensivement on est très fébrile. Il n'y a aucune maîtrise Justement, défensive. est-ce que cette Ça- prétendue solidité défensive, Ah non, la bah, solidarité qu'on a mis en avant, c'est un peu un mirage? Si, la solidarité, il y en a. On voit Ouais. que tout le monde Mais fait les cette efforts. solidité défensive. Après, il y a solidarité et solidité, c'est pas la même chose. Tout le monde fait les efforts pour tout le monde, personne n'y rechigne. Quand il y en a un qui doit compenser la montée d'un autre, ben, il le fait sans broncher. c'est un peu ça- le b.a.-ba, c'est un peu ça- la base. On peut Ah, pas mais vraiment, attends, il y a des périodes où on le faisait pas. 2018-2019, c'était il y a 2 ans. Effectivement, mais bon. Et où dès que quelqu'un prenait. Si on met faisait ça un en effort- avant, c'est bien signe qu'il y a quand Ah, même mais c'est parce qu'il beaucoup reste de pas grand choses chose. qui Mais vont pas. après, la solidarité, ça, ils l'ont, on peut pas leur enlever. Mais la solidité, il n'y a rien. Hein. On sent que dès qu'un Lyonnais touchait le ballon dans les 30 mètres, ça transpirait. Et heureusement que, comme seule stratégie, et que ce soit contre nous ou contre n'importe quelle équipe, les Lyonnais ont seulement le centre. Ben, Comme Rudy Garcia, l'OM version Rudy Garcia. bah, comme Rudy Garcia depuis la dernière année à la Roma. Hein. Oui, exactement. Donc c'est le centre. On a la chance d'avoir Alvaro et Kaletakar dans la surface. Mais on a remarqué que sur les deuxièmes ballons, on était très attentistes. Qu'on était à la merci de n'importe quelle frappe à l'entrée de la surface. Heureusement qu'il y a Mandanda qui en sort une ou deux. Qu'on On est- montait pas. Moi, c'est un truc qui m'a choqué. Je trouvais qu'ils montaient pas à chaque fois qu'il Ouais. y avait un ballon Oui, ils ont- dans on les a- on- 25-30 mètres. Au lieu d'empêcher mais la ils restaient frappe. là, et au lieu d'empêcher la frappe, Tu exactement. veux la ils contrer en montaient, fait. mis à part Gay, quand Ouais. il est rentré. C'est pour ça que je dis qu'il a fait une bonne entrée. C'est parce que 2 ou 3 fois, si je dis pas de conneries. c'est trivial ce que je vais dire, mais il avait la dalle. Ouais. C'est juste, il allait manger le ballon dans les pieds de ses adversaires, c'est tout. Après, c'est pas tout, il a fait d'autres choses de bien, mais c'est en plus de ce qui se faisait pas avant qu'il rentre sur le terrain, quoi. Donc, très bonne entrée de Gay. Et après, voilà, le problème, la bouillie footballistique qui est proposée tous les week-ends continue. Hein. Alors, justement, on va zapper sur ce match il y a 4 jours, on va pas revenir encore dessus, mais on va plus évoquer en globalité le début de saison. Quel premier bilan tirer de ce début de saison où on a vu des prestations insipides au minimum, au mieux, mais malgré tout, des victoires à Paris, un nul à Lyon, sur le plan comptable, c'est pas terrible, mais bon, il n'y a rien de dramatique. C'est difficile à juger finalement ce début de saison. Ouais. Alors moi, je trouve que où ça pêche le plus, c'est le physique. J'ai l'impression que ça pousse un peu tout. Faut remettre un petit peu dans le contexte. On a 8 joueurs qui ont été touchés par le Covid et qui fait que, par exemple, toute la préparation, alors pour ces joueurs, elle a été totalement fracassée vu qu'ils ont dû être mis en quarantaine pendant quasiment 2 semaines. Et ensuite, il y a tous les jours à l'entraînement, ils ont dû être divisés par petits groupes de 4, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est 4 groupes et tout ça. Bon, bah, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu de préparation physique. Et moi, par exemple, quand on me posait la question, vas-y, qu'est-ce que t'en penses là, après ce que t'as vu à Saint-Etienne et tout ça, parce que c'est vrai que bon, on était tous euphoriques après la victoire au Parc, mais la victoire contre Saint-Etienne, enfin la grosse défaite contre Saint-Etienne, j'avais compris qu'on se mangerait 3 purges à la suite parce qu'ils étaient carbonisés. Ils étaient Ça m'a cramés, fait ouais. encore plus peur contre Lille, qui est la pire prestation depuis le début de la saison, c'est clair. En plus, c'est à domicile, c'est une honte. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont cramés, que forcément, quand on n'arrive pas à faire les efforts psychologiquement, c'est dur. Donc, ils ont perdu pas mal de confiance dessus. Peut-être que quand on va reprendre au final dans 10 jours, ça ira mieux, parce que physiquement, ça ira un petit peu mieux et tout ça. Je suis pas 100% inquiet, même si je sais qu'il n'y a pas de fond de jeu et tout ça. Faut voir le nombre de points qu'on a fait. Alors, on a été très mauvais à domicile, mais on s'en sort pas si mal à l'extérieur.
Hein. Rappelez-vous Comme qu'on d'habitude, gagne contre, voilà, on gagne contre Brest 3-2. On doit, je vais pas dire qu'on doit jamais gagner, mais bon. Même là, t'as transpiré. Hein. Voilà, Ouais, exactement. mais c'était la première journée, tu te dis bon allez, on la C'est prend. ça, et C'est ça, bon, c'est c'est la pas- première journée. En plus, Et- là pour le coup, il y avait les absents à cause du Covid. Il n'y avait pas Payet, il n'y avait pas. Oui, Amavi était là. Bon, bref, il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient pas là à cause Puis du tu Covid. marques 3 buts, tu te dis bon allez. Je te dis, c'est allez, ça. c'est pas grave. Bon, 3 buts, on en met 2 sur coup de pied 2 arrêté, sur le coup de ça, pied arrêté voilà. et une frappe contrée. Ouais, exactement. Mais je sais pas. Peut-être que quand physiquement ça va aller mieux, et donc peut-être que ça va être à la fin du mois là pour le début de la Ligue des Champions. Ah, il serait temps, ouais. Peut-être que ça ira mieux. Enfin, je suis pas totalement inquiet. Je sais qu'on a vu des purges, on va s'en retaper pendant la saison, ça c'est clair. Mais je pense que tu as un gros problème physique et que quand ce sera résorbé, peut-être que dans les têtes ça va changer et dans les pieds ça va changer. Justement, ce calendrier à venir, toi, Ama, on sait que ça t'inquiète beaucoup, mais est-ce qu'on peut pas le voir aussi comme une aubaine de se dire on va enfin faire tourner, voir d'autres joueurs que ce 4-3 immuable comme on en parlait avec toujours les mêmes joueurs Je sais pas si l'enchaînement des matchs va inciter Villas-Boas à changer de système, mais ça va l'inciter à changer de joueur. Donc rien que ça, c'est déjà une petite victoire. Donc ça nous permet de voir les jeunes recrues. Par exemple, Gay, il est arrivé très rapidement quand même, et il a toujours très peu joué. Donc ça me déçoit un peu, entre guillemets. Surtout vu les prestations du milieu de terrain. Balerdi, c'est normal de ne pas changer une charnière, mais voilà, c'est quand même un gars qui a été pré-convoqué ou convoqué avec la sélection de l'Argentine. Oui, non, j'ai pré-convoqué pour récemment et convoqué avant. Donc il doit avoir un minimum de talent, donc j'ai envie de le voir à l'œuvre et pas dès un premier match comme ça, balancé comme ça, même pas à son poste contre Brest. Donc à voir, mais par contre je ne pense pas que Villas-Boas changera de système. Il a joué. Il changera d'homme. Ou changera d'homme. Moi j'ai perdu espoir pour ça. Rappelle-toi, il avait titularisé sur un match où il avait joué latéral. À gauche contre Saint-Etienne. Ah, c'était contre Saint-Etienne, Oui. voilà, d'accord. Et c'est le Balerdi, premier match il joue à droite, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Non, le premier match, il joue en défense centrale. Il joue avec. Oui, Non, il non, joue non, avec il en joue défense arrière. centrale. Non, il joue arrière, je suis pas Ah fou. ouais Non, Non, il joue défenseur central. Il est pas allé à droite Parce à un moment donné. qu'Alvaro C'était sort du Alvaro qui Covid. n'était pas là. Donc c'était Kaletakar, Balerdi dans Ouais, l'axe. sur C'est ça. contre Saint-Etienne qui joue Ouais. latéral. Ah, Ouais, pour ouais. moi Ouais, je le voyais à c'est- droite au début, Ah, mais autant pour Non, moi. c'est il Sakaya, joue central. c'est Sakaya Amavi contre Brest. Justement, ce calendrier, alors pour vous donner les matchs, entre le 17 octobre et le 6 novembre, Entre On les a deux trêves, là. réception de Bordeaux, déplacement à l'Olympiakos, déplacement à Lorient, réception de Manchester City, réception de Lens, déplacement à Porto, déplacement à Strasbourg. Calendrier infernal là. C'est, Ah, on va courir. Hein. c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet, mais bon, peut-être ce changement, le fait de changer peut-être certains joueurs et tout, ça peut amener une nouvelle dynamique. Là, on puis a ça la va. trêve internationale, il n'y a pas grand monde qui est parti en sélection au final. Personne. Très peu. Ouais. Mandanda. Voilà. Non, tu as l'état de Tsar avec la Croatie. Il a joué, il a été Strootman avec les titulaire hier. Pays-Bas. Strootman, Qui n'a pas- qui Kaletakar, n'est pas rentré en Camara, jeu, d'ailleurs. Mandanda. Camara est revenu parce qu'il est forfait avec les C'est espoirs. vrai, Voilà. donc, ouais. Ake n'est pas parti avec lui Non, Ake, non. c'est le dernier rassemblement Ouais, alors. c'est le rassemblement d'avant. Non, t'as trois départs. Ton collègue le Bah, Prince le- là, il est pas non. parti. Il n'est pas sélectionné avec la Je crois Serbie. qu'il y a pas eu la de manière Serbie, générale. ouais. C'était bizarre ça. Mais C'est dangereux. j'ai pas trop aimé ça. Mais messieurs, justement, on parlait des équipes adverses. Quand on voit des Lille, des Rennes, à degré moins des Monaco qui ont vachement plus montré de choses intéressantes, il y a quand même lieu d'être inquiet là pour le podium. Il y a des équipes qui sont bien plus convaincantes, bien plus aguerries. Bah, hier, t'avais sur le terrain du Stade de France, tu avais le double pivot de Rennes qui était le double pivot de l'équipe de France. Kamaviga, nous on dit. Voilà. Kamaviga qui a encore été excellent hier d'ailleurs. Donc après Rennes fait un très bon début de saison, ils sont leaders pour l'instant, c'est très bien. Ouais, Je mais pense la que- Champions League qui arrive. Je pense que voilà, la Ligue Oui, des Champions, évidemment. eux par contre, va leur faire très mal. Mais attention à Monaco. Parce que Monaco, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et Monaco, ça peut faire très mal. Oui et non. Parce sortent d'une qu'ils ont défaite. une grosse attaque, je suis d'accord, mais derrière, leur défense ne me fait absolument pas rêver et elle a fait beaucoup T'as d'erreurs vu- depuis t'as le début vu de la le- saison. T'as vu le milieu de terrain? Oui, j'ai vu. Mais est-ce que tu as vu la défense aussi? Moi ça va, Dissasi Badiachil, moi je pars avec. Ouais, moi, pour l'instant, c'est loin d'être ouf. ça va se mettre en Et place. c'est super jeune. Et quand tu vois les options de remplacement en défense centrale, Et ils ont tout fait. ils ont de quoi s'inquiéter, Ils franchement. ont tout fait Donc, pour faire un défenseur, on va pas le citer, Mohamed Simakan, et que Strasbourg a refusé de laisser partir dans un club de Ligue 1. Rapidement, messieurs, sur les individualités de ce début de saison, difficile de ne pas honorer Mandanda qui a été un peu l'homme prévidentiel. Il nous a remporté, je crois, 9 points sur les 9. Hein. C'est On va pas se mentir. le meilleur gardien de tous les temps, c'est le meilleur gardien de l'histoire du club.
Il a 34 ans, il continue d'être, surtout quand l'équipe va pas bien, d'être le meilleur joueur de l'équipe. Donc qu'est-ce que tu veux dire? C'est un pléonasme de dire que le meilleur joueur de l'équipe c'est Mandanda. C'est un pléonasme. Des déceptions un petit peu sur ce début de saison, sur les individualités, un joueur qui vous a déçu. Ne pas citer Morgan Sanson. Non, Citer un j'avais autre. j'avais pas cité Morgan Sanson, mais j'en avais parlé la semaine dernière, c'est Dimitri Payet. Parce qu'on on se disait la saison dernière qu'il avait compris qu'il avait enfin endossé ce rôle de leader technique et moral, et qu'il avait compris que si lui n'était pas fit et qu'il n'était pas impliqué à 120% dans la saison de l'OM, que ça allait être compliqué. Et voilà, on l'a vu depuis le début de saison, avec sa petite bedaine, il est tranquille, hein, tonton. Donc voilà, ma déception c'est lui, parce que c'est une déception limite froide, c'est que j'arrive... C'est Ne juste, repars pas en dans fait, une non, en fait, diatribe, c'est juste déçu. Tu te dis, bon, à ton âge, il y a l'Euro à la fin de la saison. Tu as la chance d'avoir. Enfin, la chance, non, parce qu'au final, il aurait pu y être l'année dernière, mais d'avoir encore un an pour prouver au niveau que tu peux aller à l'Euro alors que tu as raté la Coupe du Monde. Et il se saborde comme ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Laisse-le. Hein. En tout cas, sur le hashtag Passe ton ballon, vous êtes aussi très déçus. Hein. On a Samy. Samy, je sais pas c'est quoi ça. Je saurais te dire. On a touché le fond depuis longtemps. Le jeu d'AVB est catastrophique. On a Elry qui nous dit on a le même plan de jeu depuis la saison dernière, c'est pas brillant. On a Romain qui nous dit je m'attendais pas à ce que ce soit brillant jusqu'à cette trêve, mais maintenant plus d'excuses. Le plan de jeu c'était Bala Payet et Payet qui débloque la situation, sauf que maintenant Payet n'arrive pas à débloquer la situation. Et c'est problématique du coup. Oui. C'est problématique. Messieurs, je vous propose de refermer ce livre de cette saison là qui nous pompe l'air. On va ouvrir le livre d'histoire. Vivement qu'on est dans les années 60 là. Parce Voilà. que, On va ouvrir le livre d'histoire. Petit intermède avant. On va commencer par toi, Maïs. Tu vas nous faire ta chronique dans l'Europe, l'OM. Tout à on a fait. enfin un Super nom. qui nous permettra de basculer sur toi, Benjamin, et sur ce fameux film sur Gunnar Andersson. Vas-y, Amaïs, tu as la parole. Donc, comme vous le savez, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2020-2021 a eu lieu la semaine dernière. Et c'était le moment où on a appris que l'Olympique de Marseille affrontera donc l'Olympiakos pour son retour en Champions League. L'OM et les Grecs en Coupe d'Europe, une histoire qui comporte quelques chapitres. Et le tout premier a eu lieu il y a 31 ans quasiment, jour pour jour. Le 18 octobre 1989, l'OM reçoit l'AEK Athènes pour le 8e de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions. Battu quelques jours auparavant en championnat par le Lille du futur Marseillais Abidi Pelé, puis accroché par l'AS Cannes entraîné par un futur coach phocéen Jean Fernandez, l'OM est dans le doute. Mais dans le doute ou pas, l'OM se présente avec une équipe effrayante de qualité. Gaëtan Huard, Manu Amoros, Karl-Heinz Forster, Carlos Moser, Eric Dimeco, Franck Sauzet, Jean Tigana, Alain Roche, Enzo Francescoli, Jean-Pierre Papin et Chris Magic Waddle. Tous, je dis bien tous, à l'exception du gardien Huard, sont ou alors deviendront des joueurs internationaux. C'est sûr, avec cette armada, les Marseillais ne vont faire qu'une bouchée des Grecs. Que nenni. Non seulement le jeu produit ce jour-là est médiocre, mais en plus l'OM évite l'ouverture du score grâce à une erreur incompréhensible de l'arbitre. Alors que le tir en bout de course de Jim Patikis finit au fond des filets, l'arbitre revient sur une faute commise sur ce même Patikas, et pas Patikis, quelques secondes auparavant. Incompréhensible et surtout chanceux pour l'OM. Double dose de chance même puisque le coup franc consécutif à cette faute s'écrase sur le poteau. La seconde mi-temps est à peine mieux, mais l'avantage d'être une grande équipe, c'est de posséder des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match. 55e minute, Francescoli dépose un caviar sur la tête de Papin, 1-0. Le capitaine olympien envoie ensuite un centre tendu en fin de rencontre, détourné dans ses propres cages par le pauvre Manolas, 2-0. Au match retour, l'OM fait le boulot en Grèce en allant chercher le match nul 1-1. S'ensuit ensuite une qualification face aux Bulgares du Sredets Sofia en quart de finale, puis l'élimination en demi-finale face au Benfica à cause de cette fameuse et maudite main de Vata, excusez-moi. D'ailleurs, et si l'OM n'avait pas payé face au Benfica l'erreur de l'arbitre en sa faveur lors du match contre l'AEK Athènes? Je vous laisse méditer sur ça. Bernard Tapie aurait dit oui. Certainement. Sachant que beaucoup décrivent l'équipe de 90 comme la plus grande équipe de tous les temps à l'OM. Ça aurait pu être une totale réécriture de l'histoire. D'ailleurs, pour l'action, vraiment, si vous avez l'occasion de la revoir, c'est disponible sur YouTube. C'est vraiment incroyable le but que refuse l'arbitre à l'AEK Athènes. C'est un truc de malade, vraiment. Oui, mais c'est un club ami, ça passe. Oui. Est-ce que l'amitié célèbre entre les supporters de l'OM et ceux de l'AEK était déjà présente? Je ne sais pas si dans les années 90, je crois pas.
C'était peut-être alors c'était Ouais, peut-être les sachant prémices, que le mouvement ultra à l'OM, Ah, enfin à les Marseille, a Mm. commencé dans les années 80. Ouais, je pense que c'est un peu trop récent. Ouais. Peut-être que ça a commencé par rapport Peut-être, à ça, ouais. justement. J'en ai aucune idée. Ben merci Amaïs en tout cas pour Merci à cette vous. nouvelle plongée dans l'histoire, toujours bien décrite, hein. passionnant. Ouais. Toujours passionnante. On sait que c'est la chronique préférée de Haz. Il n'écoute pas, il écoute pas là. Alors on parlait des années 90, je vous propose de revenir encore plus loin, années 50. Années 50, Gunnar Andersson, Ah, l'après-guerre. le plus grand buteur de l'histoire de l'OM, le meilleur buteur de l'histoire de l'OM, 220 matchs, 194 buts. Ça valait bien un film. Ah, complètement. Ça valait bien un film. Ah, si, elle a bien Mais qu'il personne ne avait l'avait fait jusqu'à présent. Ouais. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Beaucoup l'avaient tenté. Jusqu'à toi, Benjamin. Eh ouais. Jusqu'à toi, Benjamin. Eh ouais. Alors, si vous venez de nous rejoindre, Benjamin Poté, notre invité du jour, c'est l'auteur, producteur, réalisateur, c'est ça, si je ne ça. dis pas de bêtises, du film sur Gunnar Andersson qui va voir le jour. Maintenant, on le sait, il devrait Ouais. voir le jour très prochainement. Fin de l'année. Puisque l'objectif est atteint. Donc, je rappelle que tu as lancé une campagne de récolte de dons pour finaliser ce film. C'est ça. Et l'objectif des 17 500 € a été atteint aujourd'hui, Benjamin. Ouais, on a passé les 18 000 déjà. Ouais, pour raconter rapidement l'idée du projet, c'est qu'on... Alors moi, je suis pas marseillais, mais je suis arrivé à Marseille à la fin de mon adolescence. Je suis un peu le mouton noir dans la famille parce que je suis le seul à aimer le ballon. Ce qui fait que Gunnar Andersson, j'ai entendu parler de son nom, mais j'ai jamais eu un grand-père qui m'a dit Gunnar, mais c'était Gunnar. Et son nom, je l'ai vraiment découvert, enfin son histoire, dans un article dans SoFoot en 2015. Alors j'étais triste, j'étais tout seul, non, j'étais avec ma femme et ma fille à São Paulo, mais Marseille me manquait. Et je tombe sur cet article qui explique la vie de Gunnar. Rapidement, hein, avec énormément d'anecdotes. Kidnapping dans des trains par des journalistes avant d'arriver. 10 pastis avant un triplé, enfin 10 pastis à la mi-temps avant un triplé et tout ça. Plein d'anecdotes qui donnent un petit peu de relief à l'histoire, mais surtout un destin extrêmement tragique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à Marseille, qui a été complètement adulé. Il fait sa première demi-saison où il s'adapte, il met quand même une dizaine de buts, et puis ensuite il devient meilleur buteur 2 saisons de suite. C'est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille, mais c'est quelqu'un qui est mort sur un trottoir de la rue Sainte, enfin, au croisement de la rue Sainte et de la rue Breteuil, à l'âge de 41 ans, ce qui est extrêmement jeune. Alors qu'il Ce qui est travaillait sur les extrêmement ports. violent. Il travaillait sur les ports à l'époque. Exactement, il vivait de petits boulots et tout Ouais. ça. J'ai tout de suite fait un parallèle assez énorme entre Gunnar Andersson, grande idole de l'Olympique de Marseille, mais qui était beaucoup trop oublié à mon goût, et Marseille, cette ville qui sait accepter ses enfants, recevoir des gens, mais très bien les rejeter aussi. Hein, ça fait partie de notre identité. On est latin, on est... voilà, on est comme ça. Et puis aussi une allégorie avec notre club, hein, qu'on aime tant détester quand il joue mal. Hein, et ça, c'est parce qu'on l'aime à fond. Et Gunnar, c'est quelqu'un qui est vraiment tombé amoureux de cette ville, de Marseille. On dit souvent que Marseille l'a totalement ensorcelé. C'est pour ça qu'il est venu y mourir. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Quand je suis rentré en France en 2017, enfin en France, à Marseille directement, en 2017, je commençais à mettre au travail. On a découvert, je travaillais avec un ami à moi, Mathias, que je salue ici, qui avait monté sa boîte de production. On a rencontré François Missen, prix Pulitzer, et Albert Londres 74, French Connection, Guerre du Liban, entre autres. Un monstre, et c'était l'un des derniers amis de Gunnar. Donc on s'est mis au travail ensemble, moi derrière la caméra, lui devant, pour un petit peu raconter cette histoire en fait. Donc plus qu'un film sur le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille, c'est carrément un drame humain, une histoire d'amitié un peu, une histoire un petit peu tortueuse entre ce joueur qui a presque trop aimé Marseille, on va dire, pour survivre. Il aimait en mourir. Il en est mort. Et il y a une analogie qui était faite dans un documentaire sur Marseille qui était sur Canal+ à l'époque, qui disait Marseille a été fondée par les Grecs et la bonne mère en tant que divinité grecque se nourrit de ses enfants. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu Le parallèle marche du coup. Oui, c'est pour ça, Le parallèle que je le fais. Donc c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en évoquant McFin Lopez. C'est vrai qu'on a tendance, nous les Marseillais, comme tu le disais, à rejeter
nos enfants Ouais, chéris. ouais, Ça me fait dur- penser aussi à André être plus dur Pergignac, avec eux. Marseillais, qui a été Pourquoi tu me regardes, conspué pendant de longues saisons. Parce que je sais que tu faisais partie de ceux qui le conspuaient. un jour, on aura ce Mais débat. comment on peut l'expliquer finalement c'est notamment à travers l'histoire de Gunnar Andersson que Comment on peut l'expliquer Sincèrement, je sais pas, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'essaie d'apporter un petit peu. J'ai pas de réponse. Hein. Je fais un film sur Gunnar Andersson, c'est plus pour apporter d'autres questions que véritablement des réponses. Hein. L'idée, vraiment, c'était d'humaniser le personnage entre eux. On parle un petit peu trop de la légende et un peu trop quasiment du déchet humain. Désolé, c'est l'expression un peu forte, mais en rencontrant des petits vieux à Mazargues et tout ça, où il a eu un bar par exemple, c'est une C'est expression vraiment le qui ressortait. Marseillais. Le mec, il a fini sa carrière, il a ouvert un bar direct. Non, il avait un bar pendant sa carrière. C'est peut-être ça qui a été un gros problème Ah oui. d'ailleurs. Parce que vous imaginez, alors, j'aime pas trop faire toujours des comparaisons entre les périodes et tout ça, parce que maintenant, Ouais, c'est pas le tout même est football, vraiment, ouais. c'est pas le même football, c'est pas le même monde. Le monde des années 50 dans le football était beaucoup plus proche de ce qu'on avait au début des années 90, où des gens pouvaient aller serrer la main et faire des bisous à Papin et dire tu passes à ma fête d'anniversaire, et Papin passait quand même, que maintenant. Maintenant, 30 ans après, c'est fini ouais. ça. Après, il y a un avant et un Même après 21. Bounassar, il viendra pas te souhaiter ton Il y avait il y anniversaire. a eu un avant par et un après. Snapchat, quoi. Ouais. C'est ça. Un avant et un après 21e siècle dans le football. Exactement. Voilà, faut imaginer à cette époque Gunnar qui a joué à Marseille donc de 50 à 58 et qui entre 55 et 57 avait un bar à Mazargues, était confronté aux Marseillais comme ça, qui pouvaient l'encenser quand il mettait, vous imaginez, quand il mettait 4 buts face au Saint-Etienne de Mekloufi. Mekloufi en met 3, lui il en met 4. C'est un truc énorme. Vous imaginez les réactions qu'il pouvait se taper pendant des mois dans son bar. Sauf que, mais voilà, il avait un côté aussi un peu Benedetto, quoi. C'est-à-dire que des fois, T'imagines il avait du mal. Valère Germain, il a un bar là. non. Je préfère pas imaginer. James Mais c'est vrai que King, c'est ça. complètement fou. James Imagine King, il a Valère juste- Germain, ce qu'il prendrait dans la gueule, alors que quand il met un coup de casque et qu'il nous sauve le match et tout ça à la 92e en mettant un but, on est là, oh Valère, mais on t'a toujours aimé. Tu vois, Mais vous imaginez ce qu'il T'imagines- prendrait dans la tête? les mecs, ils ont juste des comptes sur les réseaux sociaux, ils se font tuer. Alors, Imagine s'ils avaient un imagine, bar. ils ont un bar. Et ben voilà. Ah, Maïs, j'avais une C'est question. marrant de transposer Ouais, tout c'est ça. J'avais une Moi, question, j'avais une Maïs. question. Tu laissais sous-entendre il y a quelques minutes qu'il y avait eu des projets similaires éventuellement sur Gunnar, mais qui ne sont Ouais. pas allés à leur terme. Ouais. Quels sont ces projets? Parce que moi, Eh je ben, n'en ai pas connaissance justement. Par exemple, François avait tenté. Alors ça, c'est des choses qu'on sait quand on bosse Ouais, avec quand des on boîtes est de du milieu. production, D'accord. tout ça. Enfin, ouais, quand on commence à proposer des sujets, on dit tiens, mais on me l'a proposé ça il y a tant d'années et tout ça. Le problème, c'est toujours de trouver des financements. Nous, en plus, on arrivait vraiment à une limite. On est en 2020. On parle d'une histoire qui date de 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans, qui se termine il y a exactement 51 ans, parce que ça fait 51 ans et pile poil une semaine que Gunnar... Alors, pour un va attaquant faire sa marseillais dernière qui chute. tenait un bar, que 51 ans, c'est bien. C'est ça, exactement. Donc, trouver des témoins oculaires, parce qu'on a voulu travailler seulement avec des gens qui ont connu Gunnar, on ne pouvait pas attendre des financements de type conventionnel. CNC, région Ouais. et tout ça, qui te mettent des mois, voire des années à arriver. Ouais. Et puis bah là, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont plus là. On a des gens d'ailleurs qu'on a mis en boîte au début du projet et qui sont plus là. On avait Eugène Sacomano qui devait être un super fil rouge et tout ça. La veille où on doit le rencontrer, Eugène a été reporter au Provençal et à RTL avec François. C'est un des meilleurs amis de François Missen, donc le co-auteur, mais devant la caméra. Et ben, il fait sa chute, le pauvre Eugène, et puis on l'a au téléphone, et bon, en fait, 3 mois après, il n'est plus là. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment accélérer les choses. C'est ce qu'on a réussi. C'est pareil, c'est des projets qui ont été vachement maudits, où il y a des gens qui commencent à tourner des choses, mais bon, le projet se fait pas, alors on les garde sur des bandes, et puis les bandes, on les dépoussière à un moment, on essaie de les numériser, et puis ça marche pas. Je veux dire, il y a énormément de coéquipiers, des grands coéquipiers, Grand Sarr, Mézas, Mercurio à l'époque. Très grand homme dans l'histoire de l'OM, Roland Gransart. Et On ouais, se le dira jamais assez. exactement, Ouais. exactement. Son fils, Très grand homme. alors Maurice Gransart, Ouais. le papa. Roland, c'est le fiston. Ouais. Exactement. Il y a toute la Ouais, moi, dynastie je Gransart. parlais dedans. du fils Roland, moi. Entraîneur des minots, tout ça. Entraîneur des minots et tout ça. Voilà, on a été confronté à un problème d'archives et un problème de... on doit se dépêcher à raconter cette histoire parce que sinon cette histoire sera morte.
elle sera morte. Il y aura toujours des articles. Il y a des articles qui sont très bien, comme un article qui était paru dans l'équipe il y a 3 mois, quelque chose comme ça. C'était pas longtemps. Il y a 3 mois, non, il y a 3 ans. Et il y a toujours des articles comme les articles que font Mario Albano de la Provence, qui a été la pierre angulaire parce qu'il nous a donné énormément de contacts et ça a été super. Mais il y a beaucoup d'articles qui sont repris, qui sont du copier-coller et tout ça. Hein. J'ai été journaliste pendant un moment, je sais très bien comment on écrit les articles au XXIe siècle, du moins la plupart. Beaucoup viennent de pages Wikipédia, de choses comme ça, qui racontent des anecdotes qui sont sympas, mais qui ne sont pas vérifiables et qui, au final, donnent peu de substance. Enfin, on reste toujours en fait dans du superflu, du sympa et tout, mais il n'y a pas de profondeur. Donc c'était là où on s'est dit, il fallait bosser là-dessus. C'était magnifique parce qu'on a rencontré la famille, on est parti en Suède, on a rencontré un biographe de Gunnar, quelqu'un qui travaille depuis un moment d'ailleurs sur un livre aussi, Ok. Donc voilà, c'était quelque chose de très important qui, à mon sens, fallait faire pour notre mémoire commune qu'on a à l'Olympique de Marseille. Parce que c'est la mémoire, c'est le patrimoine intangible, c'est-à-dire ce patrimoine qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, de l'Olympique de Marseille, mais aussi de Marseille, de la ville de Marseille, et de nous tous, les Marseillais. Justement, tu veux bien de parler de la ville de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'ils t'ont apporté une aide, justement, ces deux entités? Alors, ce n'était pas l'objectif recherché. Je vais parler de l'Olympique de Marseille à l'origine. L'idée, c'était vraiment de faire un film assez indépendant. On sait très bien qu'ils ne peuvent pas tout gérer. Hein. On s'est rapproché d'eux en milieu de projet et en fin de projet. En milieu de projet, tout était compliqué. Rien n'était vraiment mis en place et tout ça. Au niveau de la communication, les choses allaient changer. Fin de projet, c'est-à-dire cet été, je me suis rapproché par exemple de monsieur Thierry Agnello, qui m'a vachement renseigné sur tout ce qui était archives. Il y a un gros problème, c'est que les archives de l'Olympique de Marseille, les archives, on va dire, que moi je veux trouver à l'INA. Je sais ce que tu vas dire. Voilà, qui coûte à peu près 7 500 €. Hein. C'est pour ça qu'on avait fait un financement participatif, qui est toujours en ligne d'ailleurs, pendant encore 2 jours. Le lien retrouvé sur le compte de Passe ton ballon. Exactement, ProArty. Hein. De toute façon, même si vous tapez Gunnar Film sur Google, Oui. au milieu des acteurs vikings et tout ça, ça arrive direct, assez facilement. Et vous avez dû voir les affiches en ville, il y en avait à côté de chez moi. Il y a une grosse campagne d'affichage. 480 qui ont été collés. Hein. Il y en a encore une vingtaine chez moi, mais je les garde pour les anniversaires de la mort de Gunnar Andersson sur les 20 prochaines années. Allez en coller une à chaque fois au croisement de la rue Sainte et de la rue Breteuil. Mais pour continuer sur ces archives, en fait, l'OM n'a pas la main sur ces archives. Ouais, elles appartiennent à un ancien membre de l'équipe média de l'OM qui les a juste mis à son nom en fait. Voilà, et Voilà, il y en a parce beaucoup que- qui appartiennent à l'ORTF aussi, qui ouais. fait Ouais. qu'il faut avoir à régler à l'ENA. Donc moi, je sais qu'en lançant ça, les gens me disaient l'OM peut-être pas. Je fais, bon, Ils peuvent déjà, pas, c'est pas l'objectif. Hein, d'une certaine façon, je vais expliquer comment ils m'ont aidé cette semaine et ça a été vachement positif. Ils m'ont pas aidé directement, c'est pas grave. On avait un projet de film indépendant. Je veux dire, ils ont leur communication à faire, qui doit être lissée et tout ça, qui est une communication d'entreprise. L'OM, c'est notre vie, c'est notre sens et tout ça. Mais ça reste une entreprise, ils ont leur communication d'entreprise. Complètement. Ils font des choses très très bien. Hein. Moi qui suis vidéaste et tout ça, je trouve qu'ils font des montages sympas. C'est excellent, même. Ouais, Excellent. ils sont vraiment boostés sur ça. Mais en gros, ils n'avaient rien à nous apporter en termes d'archives. Parce qu'ils n'ont pas la main là-dessus. En fait, c'est un des anciens directeurs d'OMTV qui, à la fermeture d'OMTV, comme il était le directeur de publication tout ça de la chaîne, a tout simplement fait un truc qu'il avait totalement le droit de faire, c'est qu'il a mis les archives, certaines, 80% même des archives du club, à son nom, parce que il en avait le pouvoir. Et l'OM, qui était en pleine période de rachat, personne ne l'a empêché. Et le problème, c'est que quand le club a racheté quand McCourt et tout ça a récupéré le club, lui il n'était pas conservé dans les employés, et du coup, il s'est taillé avec toutes les D'où archives. la difficulté de récupérer ces archives qui appartiennent Voilà. aussi à l'INA, à l'ORTF. Il y a Ouais, tout un c'est tas ça. d'intermédiaires. Exactement. Donc, ça reste toujours compliqué. Moi, ils m'ont passé quand même. Je me suis auto-puni l'an dernier pour OM Rennes parce que je discute quelques jours avant avec la vieille garde. Mario Albano me dit contacte Pedro de la vieille garde. Pedro, si tu nous écoutes, bisous. Hein.
Et il me dit, on va faire un petit truc et tout ça dans le virage. Viens. Je fais, bon, moi je suis virage nord, ça veut dire que je vais prendre une place en jambouin, posé. Je vais être assis pendant le match, en bas. Je déteste être en bas. Moi. Je suis au Dodgers, je préfère être tout en haut. J'avais un mec qui avait un maillot d'Mbappé devant moi. Ah oui. Maillot de l'équipe de France, blanc, d'accord. Bon, Il a essayé de encore. passer inaperçu. Et Mbappé, bon, ça m'a fait mal. Je filme, je cadre ma vieille garde à ce moment-là. Ils mettent leur étendard et tout ça. Qu'est-ce que je vois? Un tifo énorme sur Gunnar Anderson. J'avais pas été prévenu ni rien. Moi, je suis au virage nord. On m'avait pas prévenu. Donc, j'ai réussi à récupérer des images de l'OM. Je leur ai demandé des images. Ils me les ont Je données. crois que la famille Ils de ont Gunnar Anderson était présente ce jour-là. Ouais, aussi, exactement. Nous, au on les stade. avait rencontrés 6 Tout à mois fait. avant. Ouais. Bon, alors, ils ont été, pareil, invités par le club, mais ça a été, on vous invite au stade et point. Hein. Ouais. C'est pas non plus, on vous déroule le tapis rouge et on vous... Non. Ça a été, ils ont donné le coup d'envoi. C'est son petit-fils que j'ai pas rencontré, Niels, mais qui a été le premier de la famille d'ailleurs à lâcher sur ProArty. J'ai trouvé ça énorme. Qui est venu donner le coup d'envoi. Donc, on a pu récupérer ces images. Après, voilà, l'OM, via Hugo Vrard, a retweeté lundi, comme quoi il avait participé à la cagnotte, lui personnellement, ce que je trouve très bien, en disant j'incite les gens à faire ça. Ce qu'a fait après le compte Twitter hier de l'OM, le compte aussi de Monsieur Kopp, Grégoire Kopp, le nouveau directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Et bon, je trouvais ça très intéressant aussi de faire ça. Ils peuvent pas tout gérer et moi, j'attendais rien de l'OM, dans le sens où j'ai pas envie qu'ils produisent mon film et qu'ils me disent non, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Pour éviter un droit de regard. Exactement. On a une histoire qui est tellement complexe et moi, je pars du principe que notre histoire, faut la regarder en face. Hein. Je suis guide conférencier, voilà, quand je vais au cours Julien boire des coups, j'habite dans le 7e arrondissement de Marseille, je remonte toujours la rue Grignan et la rue Estelle. Vous savez qui c'est, Jean-Baptiste Estelle? C'est le mec qui a quand même fait ramener la peste à Marseille en 1720, hein, qui habitait la moitié des Marseillais. Il y a un nom de rue, c'est très bien. Il faudrait juste qu'il y ait une plaque qui explique qu'est-ce qui s'est passé. Hein, il a lutté contre la peste et tout ça, mais il l'a quand même importé. Et je trouve que c'est très, très, très important dans cette histoire d'avoir ça. De pouvoir discuter de sujets sensibles. L'histoire de Gunnar Anderson, elle est extrêmement sensible. C'est quand même quelqu'un qui est adulé, qui est monté sur le pinacle super rapidement. Le rose et le paillette dans l'histoire de Gunnar Anderson, ça va très vite. En soi, c'est ça. Donc un vrai drame humain, drame social. L'OM qui aimerait raconter un truc avec un peu happy end, un truc un peu plus romancé, c'est pas leur ligne éditoriale. Non. Donc c'est à nous de le faire. Donc il y avait plein de gens qui critiquaient. Ouais, l'OM peut pas te lâcher 5000 balles. Et toi, mec, tu es abonné, tu payes 170 balles par an pour aller au stade. On va pas au stade cette année, t'es pas capable de lâcher 5 balles. Je veux dire, il y a un truc aussi où faut équilibrer. Hein. Après, c'est comme ça partout dans tous les sujets. On attend toujours que l'institution ou la grande entreprise derrière supporte. Alors que c'est pas forcément sans trop en dire évidemment, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du film en lui-même, du déroulé, comment est-il construit, qui tu as rencontré aussi Ouais. Voilà, l'idée est simple et ça reprend un petit peu les actes du film pour expliquer ça. L'idée, c'était vraiment d'humaniser Gunnar, d'essayer de comprendre. Donc, c'était pas de vérifier toutes les anecdotes et tout ça, qu'il ait bu 40 pastis avant de mettre un triplé ou tout ça. 1, c'est invérifiable. 2, ça m'intéresse pas de le vérifier. 3, bon, j'ai pu découvrir quand même qu'il pouvait traîner dans un bar avant de rentrer sur le terrain. Oui, c'est arrivé. On a des témoignages comme ça. L'idée, c'était vraiment d'humaniser Gunnar, c'est-à-dire que on reste toujours sur un petit côté légende, qui est un peu sympa, mais l'idée, c'était vraiment de retrouver cet humain. Donc, c'est pour ça qu'on a rencontré, par exemple, sa famille, qu'on a rencontré des gens qui ont travaillé sur sa jeunesse. C'est d'ailleurs le seul non-témoin oculaire, on va dire, avec Mourad Hertz, qui fait la conclusion, mais Mourad Hertz, qui a quasiment mon âge et que j'ai trouvé très intéressant. Je l'ai utilisé un petit peu comme si c'était ma figure dans le film. Merci Mourad, si tu nous écoutes d'ailleurs. On le salue d'ailleurs. Voilà. Très chaudement, Mourad. L'idée, c'était vraiment de donner la profondeur au personnage. C'est forcément aussi d'essayer de faire écho avec maintenant.
C'est ce que je disais, voilà, Bounassar viendra pas à notre fête d'anniversaire, ou alors Maxime Lopez n'avait pas un bar ou boulevard Chave et où on peut lui dire bravo, ta passe là contre Bordeaux, magnifique, ou putain, t'es pas sans retrait, tu arrêtes quoi. Ouais, c'est une autre, Voilà. c'est une autre société. Ouais. C'est une autre société, mais il y a quand même un écho à faire. Concernant les gens qu'on a interrogés, forcément, vu qu'on voulait se fixer vraiment sur des témoins oculaires, moi j'avais énormément de témoins indirects et tout ça, et ça m'intéressait beaucoup moins à l'idée de ce que m'a raconté mon grand-père et tout ça. Parce qu'au final, tous les Marseillais l'ont cette histoire. Je suis sûr que vous, les gars, vous avez autour de 25 ans, mais vous l'avez déjà entendu. Oui, moi de par ma carrière de supporter chez les South Winners et la MTP, il y a plusieurs légendes vivantes autour de Gunnar qui tournaient. Et après, voilà, comme tu dis, c'est que des on-dit, donc c'est pas vraiment des trucs vérifiables. C'est ça, mais c'est bien les on-dit. Hein. Oui, On construit c'est bien. toujours quelque chose comme Après, ça. ça reste un joueur qui a quitté le club en 58. Et moi, quand j'arrive au Winners, c'est en 2008. Donc c'est un peu plus de 50 ans plus tard et on t'en parle quand même, quoi. Ouais, exactement. Bon, c'est une chose qui vraiment fait partie de Marseille. Hein. Je veux dire, Marseille, notre ville, elle s'est créée. Enfin, on a un mythe fondateur qui s'est créé, la rencontre de Gyptis et Protis et tout ça, les Grecs et les Celtes, les gens venus de la mer et les gens sur la terre. Enfin, c'est important. Marseille est une ville légendaire. C'est la ville la plus intéressante de France, d'ailleurs, pour ça, je pense. Mais l'idée, c'était de réussir à trouver ces témoins oculaires, les gens qui ont connu Gunnar, qui ont même rencontré Gunnar à une époque. Je prends Mario Albano, qui ne fait pas partie de cette génération des gens qui ont 80 ans. Hein. Mario, il en a plus de 60, mais il l'a rencontré quand il avait 10 ans, et l'émotion qu'a pu avoir ses parents en voyant lui, ce vieil homme, c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'avec tous ces gens, que ce soit des gens qu'il a eu comme amis à Mazars quand il avait son bar, ou après, ou alors de simples supporters qui l'ont vu jouer dans le stade et tout ça, l'idée c'est vraiment que Gunnar, il y avait un Gunnar qu'on pouvait toucher, il y avait un Gunnar qui était bien réel, mais c'est des gens qui ont à peu près 80 ans et qui ont souvent la mémoire qui flanche et qui parfois je parle de ces gens qu'on a été interrogés, mais je parle aussi de mon co-auteur, hein, François. François me sortait des trucs, et Gunnar, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moi qui suis vachement archive et tout ça, j'ai fait histoire à la fac, j'ai fait sciences sociales, donc j'ai toujours pour habitude de vérifier les choses. Je fais, mais tu me parles de ce match-là, j'ai pas l'impression que ça colle. J'ai vraiment pas l'impression que ça colle. Et je trouvais que c'était très 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 intéressant d'avoir ce travail donc sur ce personnage où on aurait pu faire un truc journalistique avec une voix off et tout ça, et qui raconte Gunnar arrive et est kidnappé par des journalistes et tout ça en décembre 50. Puis il marque ses premiers buts à la fin, enfin le dernier jour de 1950. Il met un triplé à Toulouse, un doublé à Toulouse, tout ça. Ça m'intéressait pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus intéressant, de plus humain à gratter là-dessus. Tu as eu aussi certains de ses anciens coéquipiers. Ouais. Guy Cosmi et Jean Mola, qui ne sont pas les plus connus, mais Guy Cosmi était assez proche parce qu'il a joué de 50 à 53 en pro à Marseille. Après, il a fait toute sa carrière à Marseille, mais plutôt en amateur. Et il était assez proche de lui. Et Jean Mola, il vient plus de la deuxième salve, on va dire. Je crois qu'il joue à Marseille de 54 à 56. Non, de 55 à 59, quelque chose comme ça. Et il était déjà un peu moins proche, on va dire, moins intime. Et ça, c'était assez intéressant. Et on a eu surtout un magnifique adversaire. C'est Doumé Colonna. Je ne sais pas si ça vous parle. Dominique Colonna, c'est un monstre. Dominique Colonna, c'est un monstre de gentillesse. 90 ans, 92 maintenant. Corse de Corté. Très fier. Le Vasconcelos de Corté, quoi. Vasconcelos, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le grand gardien des années 40 à Marseille. Il a joué à Montpellier, il a joué au Racing, il a joué au Grand Stade de Reims, il a joué à Nice. Et c'est le gardien du dernier titre de l'OGC Nice en 57 ou un truc comme ça. Exactement. Et il était assez proche de Gunnar quand même. Gunnar lui avait collé un but par le petit filet. Le petit filet Ah Troy. oui, c'est ce but-là.
Exactement. Ok, parce qu'il traînait, parce que, on en avait parlé un jour d'OMTV, il y avait un clip d'OMTV qui traînait des matchs Exact. de l'époque, et il y a ce ballon que tu vois par la caméra qui rentre par le petit filet, tout le stade qui explose, toute l'équipe qui va voir l'arbitre, et l'arbitre qui valide 2 buts quand même. Eh ben, c'est Le but ça. fantôme. Et Doumé se souvient très bien, quoi. Doumé a la mémoire. Enfin, Ouais. Je savais pas que c'était ce match-là. Doumé se répète beaucoup, on va dire, mais il a moins la mémoire qui flanche que beaucoup d'autres personnes là-dessus. Et il s'en souvient très bien. Et ça, ça apporte un petit peu plus sur les anecdotes et tout ça. Mais les histoires de 50 pastis et tout ça, Ouais, il y en a, mais voilà. Il y a un peu les mêmes légendes qui traînent autour, rien à voir, mais d'André le Géant, qui est un catcheur français des années 70, mais qui faisait 2,30 m pour 300 kg. Et quand on. Même qui parle de catch. Oui, Voilà, c'est c'est vrai un rapport, mais c'est un rapport parce que du coup, il y a beaucoup de légendes vivantes qui traînent sur ce mec par rapport au vestiaire. Et comme il y a peu de gens qui l'ont connu, parce que c'est un catcheur des années 70, c'est que le catch, c'est une discipline où les gens meurent très tôt. Les gens parlent plus de il pouvait s'enquiller 70 bières avant de monter sur le ring plus que ses qualités. Bon, bref. Du coup, attends, excuse-moi. désolé, Idriss, j'avais- une question après Amaïs. J'avais une question, c'était juste pour dire, ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet? Que je travaille vraiment sur le projet. Le On a projet commencé, que vraiment, on a commencé à en- tourner chez Doumé Colonna en novembre 2018. On s'était fait engueuler par Doumé parce qu'on est arrivé une semaine trop tard. Il fait c'était la fête, les 90 ans et tout. Il fait, ouais, mais Doumé, on voulait te voir tranquille. Donc voilà, Donc on ça a fait deux bonnes ouais, années. Là. ça fait 2 ans et puis le temps d'essayer Ok. de faire des Mm. projets, d'envoyer quelques dossiers quand même. Oui, Ouais, je ça sais ce fait que c'est, 2 tout ans et demi. C'est ça, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Amaïs. Non, c'est juste une question. On en parlait avec 13 avant l'émission. Où est-ce qu'on peut retrouver le film Oui, du coup, effectivement, vu c'est une question que j'allais poser aussi. A priori, Où est-ce c'est qu'on bien pourra parti le pour voir, être ouais. lancé. Du coup, on va Alors, retrouver où c'est quoi les projets Étant donné qu'on est passé par un financement participatif et que de toute façon, c'est ce qu'on comptait faire, si on avait eu des budgets même un peu plus conventionnels et tout ça, on aurait peut-être demandé moins, on aurait peut-être fait autre chose. Mais l'idée, c'était quand même via un financement participatif, c'était de pouvoir fédérer les gens, fédérer la communauté olympienne et tout ça, et puis faire comprendre aussi que putain, c'est notre identité commune, quoi. C'est quelque chose qui a vraiment à voir avec nous tous. Donc on a dû demander 17 500 € tout simplement parce que j'ai dû monter une association à but non lucratif. Je le dis bien. C'est pour ça que c'est défiscalisé à 66%. Hein. Si vous voulez encore mettre des pièces, on paiera beaucoup mieux les techniciens. On arrivera peut-être à notre objectif final et ultime de ce projet. Enfin, on verra. En gros, on a dû faire ça pour fédérer un petit peu une communauté. C'est pour ça que la première étape, c'est vraiment de faire des projections privées. Il y avait des tickets, que ce soit à 500 ou 1500 € pour faire des projections privées, donc pour des institutions, des groupes de supporters et tout ça. On va en faire avec l'AVG, on va en faire avec les Dodgers, on va en faire avec tout ça. Il y a aussi des avant-premières qu'on compte proposer avant la fin de l'année dans le centre de Marseille. Je ne sais pas encore le cinéma, mais j'ai ma petite idée. Normalement, ce sera sur la Canebière. Parce que on considère que c'est les Marseillais et les gens qui auront participé qui doivent voir en premier ce film. Le film n'avait pas été préacheté, n'avait pas de diffuseur, mais là, avec la campagne, ça s'est pas mal activé, quoi. Donc ça va de Maritima à Téléfoot pour voir ce qu'on va négocier un petit peu, qui va le passer, comment, on verra les types de contrats et tout ça. Ça, c'est la deuxième fenêtre, en espérant que ce soit au premier trimestre 2021. Ensuite, on aimerait qu'il y ait une vie un petit peu plus internationale, donc cibler des festivals et tout ça. Alors ça, c'est vraiment juste pour se faire mousser et pour se balader. Hein. Mais non, pour raconter l'histoire de Gunnar Andersson, qui est très marseillaise, mais qui reste quand même vachement universelle, je pense. Et qui sait, peut-être une adaptation avec un acteur qui jouerait Gunnar, tout ça. Ouais, ça, j'y avais pensé. Alors, on a pris un acteur qui est pas, je lui disais à chaque fois, Omar, tu n'es pas Gunnar, t'es le fantôme de Gunnar, pour avoir quelques images quand même et tout ça, et que ce soit moins Les lourd. reconstitutions, Ouais, exactement, et qui sont en fait des images qu'on a essayé de tourner de manière un peu crade, quoi, un petit peu. Il fallait recréer le Marseille des années 50. Et voilà. Non, qu'on a tourné un dimanche matin, on n'a juste pas fait de plan sous l'ombrière, quoi, forcément. Mais on s'est dit, s'il y a une Clio qui passe, on l'assumera, on essaiera de la couper, on s'en fout. T'es vraiment le fantôme de Gunnar. Voilà, pourquoi pas. Mais après cette étape de festival, on verra aussi si c'est possible de vendre le film en VOD. Maintenant, vu qu'on a créé une association à but non lucratif, c'est-à-dire que tout cet argent, ce sera utilisé pour payer des techniciens, mais aussi pour mettre sur les rails peut-être d'autres projets qui auront à voir de toute façon.
Joseph Bonnel, la prochaine. Pourquoi Why pas. not? Parce qu'avec Gunnar Andersson, Joseph Bonnel qui était le meneur de jeu de Oui. Skoblar Magnusson dans les années 70, qui avec Gunnar Andersson est pour moi les 2 joueurs les plus oubliés de l'histoire du club. Ben écoute, Benjamin, merci beaucoup. Bah, merci. beaucoup. Allez soutenir ce projet vraiment. L'objectif est atteint, mais continuez à donner parce que il faut quand même continuer à soutenir ce Ouais, projet. on vit mal, hein, que ce soit moi qui suis. Même si je vais pas du tout me payer, ça que ce soit clair, l'argent là qui est collecté via ProArty, moi je n'en veux pas du tout pour moi, que ce soit pour mon boulot de producteur ou mon boulot de réal. Ce sera vraiment pour payer des techniciens qui galèrent en cette époque de Covid et tout ça. Ouais. Que ce soit mon monteur, que le graphiste d'ailleurs, ou même les mixeurs son et tout ça. Voilà. Plus on a, plus l'œuvre sera parfaite étant donné qu'on pourra vachement plus travailler sur l'image et le son. Allez soutenir ce projet, hein. Vous tapez Gunnar Film sur Google ou Gunnar Film sur Twitter, @GunnarFilm. Vous avez tous les liens pour soutenir financièrement ce projet. Vraiment foncez, tous les supporters de l'OM, Ouais. c'est un très très beau projet. Devoir Je de vous mémoire. encourage vraiment à le faire. Même les petites aides sont les bienvenues. Exact. Moi, ça me fait. Enfin, je fais pas de distinction entre les mecs qui me lâchent 5 euros. J'en parlais tout à l'heure, là, de ceux qui disent mais pourquoi l'OM ne te lâche pas 5 000 euros? Je fais, mais pourquoi toi tu me lâches pas 5 euros? 5 euros qui t'en coûtent 1,70. Hein, Voilà. C'est-à-dire, en gros, 2 baguettes de pain, quoi. Ou, je sais pas, Cher, la baguette, 300 ouais. amandes, quoi. Hein. C'est. Enfin, voilà, donc les gens qui donnent 5 euros ou 1500 euros, Y a je pas de les petits traite dons. de la même manière. Voilà. Il Exactement. n'y a pas de petits dons. Donc allez soutenir ce projet et merci beaucoup Benjamin d'être venu Merci, nous en hein, parler. merci beaucoup. On en reparlera à la sortie du film, on en reparlera encore. Peut-être que tu pourras revenir nous voir, il n'y a aucun problème, tu es le bienvenu ici. Pourquoi pas? Merci Az, la technique. As. Merci Az. Il ne veut pas que je dise Az. Merci Ama, merci Idriss, merci 13. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Passe ton ballon. Je sais pas si on aura un invité. On sait pas. On verra. On improvise. On improvise. Allez, salut à tous. À plus, merci. Allez, au revoir. C'était cool. T'as ramené une clé ou pas? Ouais, on fait pas 8 transferts. Ma clé elle est sur ma scène et J'ai oublié, je suis parti